Bonjour Jean-Éric Vergne, il a l'air en forme, notre pilote français. Soyez les bienvenus pour un nouveau week-end de sport riche, intense et surtout de sport automobile. Vous l'avez compris, on va démarrer ce samedi avec la Formule E, le championnat du monde de Formule E. C'est le e-prix de Jakarta qui nous attend aujourd'hui. On est en direct d'Indonésie. Gros succès le sport automobile là-bas. On a de vrais connaisseurs en Indonésie. Et c'est la 10e étape du championnat du monde qui va s'offrir à nous. On va se régaler bientôt la fin de saison. On vise bien sûr le plus haut classement possible pour nos Français. Il n'y a pas que Jean-Éric Vergne, mais c'est quand même le mieux classé. On va en reparler dans un instant. Je voudrais juste vous parler un petit peu du reste du programme qui vous attend ce week-end et ce samedi sur la chaîne Équipe. C'est riche, on a plein de choses. On sera à la Formule E dans un instant. Attention, c'est la rentrée du BMX Race, sport olympique bien sûr, avec là aussi des Français très en forme. On sera en Turquie pour cette Coupe du Monde. Qui dit Coupe du Monde, qui dit sport olympique, dit également le basket 3-3 en bas à gauche avec nos Bleus, nos deux équipes de France, les filles et les garçons qui sont en 8e de finale. On les supportera et on est à fond derrière les filles championnes du monde en titre et les garçons qui vont aller viser un premier titre. Et puis ce sera un petit peu plus tard du côté de 19h30, soirée foot. On a une belle finale de Coupe d'Allemagne à vous proposer entre Leipzig et Francfort, ou encore la suite de la Coupe du Monde U20, Brésil, Israël, football, do Brasil. Voilà, on devrait voir des jolis petits gestes du côté de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Il est tôt, c'est vrai, mais on va vous réveiller tranquillement avec ce petit bruit qu'on aime tant. Je ne fais pas très bien. Peut-être qu'Adrien Pavio et Jean-Carl Vernet, nos commentateurs du jour, le font mieux que moi. Comment vous allez, messieurs? Super, merci. Lancez-vous, Jean-Carl, sur le bruit de la Formule E. Ah, c'est mieux. Non, Adrien? Je ferai pas mieux. Ah, ça, c'est quand on tourne dans les pancartes, c'est pas bon. On se retrouve dans une semaine pour Le Mans. J'y compte bien. On est à une semaine des 24 heures du Mans. On sera aux commentaires et on a déjà Mylène d'Orange qui est sur place. On ira lui faire un petit coucou tout à l'heure parce que c'est week-end de pesage. Une semaine avant, c'est traditionnel. C'est le centenaire, donc il faudra qu'on en parle évidemment. Mais d'abord, le e-prix de Jakarta, présentation du circuit peut-être. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Moi, on m'a dit Jakarta, c'est des problèmes. Vous confirmez ou pas? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier ce circuit? Circuit en ville classique, on va dire, pour la Formule I, mais avec déjà la météo, ça va être la chose la plus importante. Une température assez élevée, un taux d'humidité assez haut. Et donc, ça va être le plus compliqué pour les équipes et pour les pilotes, c'est la régénération de la puissance, de la batterie. Et ça va être une course assez compliquée, enfin une course d'endurance. D'accord. Plus que le circuit en lui-même, c'est la météo qui risque de poser problème, Adrien, vous confirmez? Oui, alors la chaleur va être clairement un souci pour la gestion de l'énergie qui reste le facteur clé pour gagner des courses en Formule I. Et on a vu ce circuit, vous l'avez aperçu, avec des grandes lignes droites, des virages très serrés, des courbes rapides. Ouais. Ça veut dire, et c'est un circuit qui est très bossé, ça veut dire que ça va constamment mettre le pilote à rude éprove. Et on rappelle que les pilotes en Formule I, ils ont constamment les yeux sur le volant pour gérer leur énergie, parler avec leur équipe. Ils regardent pas la route? Un petit peu quand même. Je crois qu'il y a un pourcentage de 50% regardent la route, 50% regardent le volant. C'est énorme. C'est pour ça que des fois on les voit, ils se touchent de manière totalement incohérente. Et du coup, c'est ça qui va animer la course dans cette course où on le rappelle, dans ces formats cette année un petit peu particuliers. Donc ça va être du grand spectacle, je pense. On voit Jean-Éric Vergne là, il a fait deuxième sur ce circuit l'année dernière ici. C'était Mitch Evans qui l'avait emporté. On parle du classement justement parce qu'on est à la 10e étape sur 16, donc on se rapproche. On voit notre petit drapeau bleu-blanc-rouge, bien sûr, Jean-Éric Vergne qui est 5e, mais tout en haut, c'est pas lui. C'est Nick Cassidy. Ouais, Nick Cassidy qui est en tête, qui reste sur 2 victoires consécutives, 20 points d'avance avec ce moteur Jaguar. Pourquoi je précise que l'équipe privée Envision Racing a un moteur Jaguar? Parce que Jaguar, ils sont extrêmement en forme ces dernières semaines. Pascal Wehrlein, fort de son incroyable début de saison, est toujours 2e, mais il est totalement transparent ces derniers week-ends. On a un Jake Dennis qui parvient à survivre, qui fait un petit peu en dents de scie. Et puis Jean-Éric Vergne qui est 5e. Mais là, c'est vraiment la montée en puissance DS Penske. Attention à DS aujourd'hui et demain. DS fête son 100e e-prix ce week-end. Donc il vaudrait bien figurer pour ça. Je crois qu'il y a une nouvelle voiture, un nouveau casque. Ce sera peut-être pour demain, parce que c'est demain la 100e, je crois. Il y a un nouveau casque ce week-end. On va voir ça. Mais peut-être qu'il va l'avoir sur lui, parce que notre pilote, le seul double champion du monde de la discipline, justement, Jean-Éric Vergne, s'est livré un petit peu sur ses intentions, ses objectifs avant ce e-prix de Jakarta. On y va. Maintenant, je sais où ça tourne, je sais où ça double, mais après, c'est la même chose pour tout le monde. Après, je pense que c'est un circuit difficile dans le sens où il fait toujours extrêmement chaud. Donc, c'est dur pour les pneus, c'est dur pour les batteries. Et je suppose que ce qu'on a réussi à faire de bien l'an dernier sur comment utiliser les pneus, on peut utiliser un peu la même technique ici, du moins l'idée. Oh là, il rejoint ce que vous avez dit. La météo, la chaleur. Vous connaissez bien. Allez, faut y être jamais allé, ouais. Non, mais Jean-Éric, on sent l'expérience course et pilotage. Je vous propose qu'on y aille parce que vous vous souvenez comment ça se passe, la Formule E. Il y a d'abord des qualifications, ensuite des quarts, des demi, une finale pour élire le poleman et puis ensuite la course en direct. Voici la composition du premier groupe, le groupe A. Et puis on va y aller pour ces qualifs. Comment ça marche les qualifs? On part
On part en meute? Ouais, c'est ça. En fait, il y a 2 groupes Ouais. de 12 minutes chacun. On va garder les 4 meilleurs de chaque groupe pour accéder au quart de finale. Dans ces groupes de 12 minutes, il y a l'obligation de faire déjà un chrono dans les 6 premières minutes. On ne laisse pas les copains balayer la piste. Intéressant ça. On a le droit de retourner en piste les 6 minutes suivantes pour refaire et améliorer son chrono. Certains pilotes, on le voit régulièrement, s'arrêtent au stand ou pour laisser refroidir les pneumatiques ou voire pour les changer. Mais en tout cas, là, ce groupe, il va être intéressant parce qu'on a le leader du championnat, Nick Cassidy, qu'on a à l'image. L'homme à battre. Et on a Jean-Éric Vergne dans ce groupe également. Donc, intéressant. On va aussi noter qu'il y a 2 changements sur la grille de départ. D'abord, c'est David Beckmann qui remplace André Lotterer. André Lotterer, il est au Qu'est-ce qu'il Mans. a, l'Allemand? Ah, il est au Mans, il se Mais il est au prépare? Mans, c'est les 24 heures du Mans. Il y a les essais, les pré-tests ce week-end. Mais il y a pas Vous que lui, savez, quand les même. 24 heures du Mans dans la Sarthe, ça vous parle? Oui, non, mais il n'y a pas que lui comme pilote Formule 1. Non, qui mais fait le Mans. il fallait, en l'occurrence, dans le contrat d'André Lotterer, c'est un contrat Porsche. Il est prêté par Porsche à l'équipe Andretti, mais là, il est réquisitionné par Porsche pour l'ensemble de la semaine des 24 heures du Mans. Quand on dit la semaine, ça comprend les pré-tests de dimanche. Et du coup, eh bien, il est remplacé par David Beckmann, qui n'est pas très connu, mais qui est le pilote simulateur Andretti. Et l'autre info qui est un petit peu plus folle, c'est Oliver Roland qui s'est fait virer de chez Mahindra et qui est remplacé par Roberto Merhi, que vous connaissez bien, Jean-Carl. Ouais, bah, c'est assez étonnant, surtout en cours de saison, etc. Oliver Roland qui avait fait quand même des belles performances l'année dernière, qui est remplacé par Roberto Merhi, un pilote espagnol qui était qu'on connaît bien en GP2, qui a beaucoup roulé en GP2, etc., mais qui est un petit peu en difficulté, qui était une seconde derrière son coéquipier et qui a malheureusement fini dernier des qualifications. Mais ça sera, voilà, c'est quand même un championnat compliqué d'arriver en cours de saison sans essai, c'est quand même pas facile, donc à voir sur les prochaines courses. Mais pourquoi, d'être dans les potins? Mais il y a une raison pour se faire virer comme ça, sèchement, du jour au lendemain? C'est un show, Oliver Roland. Il lâchait pas ses mots sur la performance de la voiture. Mais on aime. Je crois que l'entente avec Lucas Di Grassi, c'est pas une surprise, elle n'était pas folle non plus. Ouais, je pense que c'est un cumul de beaucoup de week-ends compliqués, une accumulation de frustration. Allez, on est parti pour ces qualifs, puis vous me montrerez, parce que je crois qu'il y a un autre Français. J'ai cru voir Sacha Fenestrade, non, dans ce groupe A? Ou c'est Il y a Norman Sacha, Nato? c'est Sacha, je crois, parce que crois que j'ai Norman, vu il est Sacha. dans l'autre groupe. Et on va suivre le début de ce groupe. On voit en tout cas là que ça glisse beaucoup avec la McLaren orange de Jack Hughes. Ça glisse parce qu'on a vu sur les premières images ces nuages de poussière. D'ailleurs, on voit les traînées de poussière sur la piste. Et là, du coup, il va falloir clairement balayer la piste, la nettoyer. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette règle où tous les pilotes doivent entrer en piste dans les 6 premières minutes pour que tout le monde ait les mêmes chances ou en tout cas les mêmes contraintes. On voit Jack Hughes qui est vraiment à la limite de la glisse, qui glisse des 4 roues, qui bloque ses roues avant au freinage. D'ailleurs, Jack Hughes qui est vraiment étonnant, on va dire, pour un pilote, on va dire, méconnu, qui a tout de suite été très très rapide dès la manche en Arabie Saoudite. Et c'est une vraie performance, c'est une vraie révélation, on va dire. Ouais, Jack Hughes qui a fait beaucoup de simulateurs déjà à l'époque pour Mercedes. On va rappeler que l'équipe McLaren en Formule I, donc c'est monoplace orange papaye, la couleur mythique de Bruce McLaren. Cette équipe McLaren, elle a été construite sur les cendres de l'équipe Mercedes qui reste championne, double championne en titre des pilotes et des équipes. Et du coup, eh bien, Jack Hughes, il était un petit peu dans les valises et il est arrivé donc cette fois, il est titularisé en Grand Prix, mais en e-prix. Mais avec une vraie expérience du simulateur. On aperçoit ici l'équipe Apt avec Fred Espinos, le Français, ex de la FIA, qui maintenant officie à la direction sportive de cette équipe Apt. En difficulté assez étonnant, parce que Apt, c'est quand même une très très grosse écurie qui a été longtemps en DTM, qui a gagné plus ou moins tout ce qu'ils ont fait. Et qui a été champion en Formule I avec Audi. Avec Audi, exactement, et Lucas Di Grassi. Et qui sont en vraie difficulté alors qu'ils ont quand même un duo de pilotes assez fort avec Robin Freins et le Suisse Nico Müller, et qui cette année n'arrivent pas à s'en sortir. C'est assez étonnant. Ils avaient eu cette performance en verrouillant les premières lignes de la grille de départ à Berlin sous la pluie. On s'est dit que ça leur donnerait peut-être quelques informations pour évoluer leur voiture. Sébastien Buemi qui va rouler certainement dans le deuxième groupe de qualification. Il y a des enseignements à tirer devant sa télé. Ah bah là forcément, il regarde, il voit où est-ce que ça glisse, il voit où est-ce que les pilotes sont en difficulté. Lui il regarde les acquisitions de données. Donc il voit où est-ce que Nick Cassidy est obligé de freiner plus tôt, plus tard par rapport à ça. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Il faut parler plus fort, monsieur. Ouais, je pense que je me demande s'il n'y a pas eu un problème. Il parlait de la suspension avant droite. Après, il donnait l'écart aussi par rapport à Bird. Ouais, et l'ingénieur lui donnait l'écart, parce que l'écart, pourquoi? Pour pas être gêné en piste. Bien sûr. Et je me demande si derrière, dans sa réponse, Jake Dennis ne parlait pas d'avoir un petit peu touché.
Allez, les deux voitures de nos Français, justement, n'hésitez pas à nous dire à chaque fois qu'on les voit, qu'on les repère bien, c'est les voitures dorées. Hein. Alors ça, c'est pas Jean-Éric Vergne, ça c'est Stoffel Vandoorne, le champion en titre, coéquipier de Jean-Éric Vergne chez DS Penske, et voilà, avec le gros sang sur le ponton de ces monoplaces Gold de DS Penske. Voilà, là on reconnaît bien, le casque fluo de Stoffel Vandoorne. Alors Jean-Éric, c'est plus sobre, hein, c'est tout doré. Jean-Éric, il est doré avec un gros sang rouge sur le côté. C'est le seul moyen de les différencier, les deux voitures sont les mêmes. Les voitures sont les mêmes. Hein. Il va falloir être fin. Vous voyez, s'il y a la caméra qui est jaune fluo au-dessus de Jean-Éric Vergne pour pouvoir les différencier. On rappelle le principe, hein, ils sont 11 dans ce groupe. Il faut absolument finir dans les 4 premiers pour pouvoir accéder à la suite. Et pour l'instant, le meilleur temps, Stoffel Vandoorne, qui avec la DS le prend. Il est suivi par Jean-Éric Vergne, qui sur la ligne, lui, pour l'instant, est un petit peu plus loin. Il est 6e. Bon, c'est que on voit que la piste est encore très sale. Dans ce scénario, on peut quand même légitimement penser, Jean-Carl, que là, la piste va se nettoyer et que ce sera peut-être un petit peu plus rapide sur la fin du groupe. Là, il reste encore 6 minutes. Hein. Exactement. En plus de ça, je pense que les pilotes ne mettent pas tout bout à bout, on va dire, et surtout essayent de garder leur monture prête pour les dernières minutes, on va dire, de la qualification. Il ne faut pas griller les cartouches d'entrée, quoi. Surtout que la batterie va chauffer énormément et forcément, plus la batterie chauffe, plus on perd de la performance en moteur. Donc voilà, je pense qu'ils veulent garder un petit peu toutes leurs cartouches pour la fin de la séance. Donc il n'y a pas d'inquiétude d'avoir Jean-Éric Vergne 7e au classement pour l'instant. Non, ça va beaucoup bouger. D'ailleurs, on voyait les premiers pilotes s'arrêter au stand. On va laisser les pneumatiques refroidir, voire même les changer. Caméra sur le casque là. Là on se rend compte qu'il regarde la route quand même un peu celui-là. Ouais, non, mais alors en qualification en plus, en qualification il n'y a pas de souci de gestion d'énergie. Donc là on est full focus, la voiture on ouvre. Alors là la puissance n'est pas ouverte à fond, hein. Elle est ouverte à fond que lors des phases de duel. Donc Sylvain Philippi, le français qui était le team manager, le team principal de cette équipe Envision Racing. Plein de Français en Formule E. Hein. Ah, il y a beaucoup de Français chez les ingénieurs aussi, hein. Beaucoup d'ingénieurs français. Surtout chez DS. Surtout chez DS. Chez Nissan aussi, qui est l'ex-équipe Idams. Exactement. On voit la vue aérienne de ce circuit. Donc très sale, très bosselé. On est dans un environnement en plus très humide. Pas forcément le plus simple hein, pour les pilotes. On a pu voir une belle glisse de Sam Bird dans le dernier virage. Avec, hop là. Et qui est pas si mal que ça, parce qu'il est fini à 4 dixièmes de la pole position avec cette petite touchette où je pense qu'il a perdu au moins 2 dixièmes. Donc c'était plutôt un beau tour de Sam Bird. Ça montre aussi qu'il faut de l'engagement hein, sur ce circuit. Ouais, de toute façon, tous les circuits en ville, il faut vraiment être à la limite. C'est vraiment un défi sur chaque course. Et c'est plutôt intéressant. Comme disaient les pilotes de Formule 1 à Monaco, voilà, c'est une piste en ville où on peut faire la différence, où le pilote peut faire un peu plus de différence. Donc c'est bien de les voir à la limite. On n'en a pas beaucoup parlé. Hein. Jack Dennis, il est 2e pour l'instant, à 22 millième seulement du meilleur temps de Stoffel Vandoorne. Jack Dennis qui revient un petit peu aux affaires. Il a fait un début de saison absolument incroyable avec l'équipe Andretti. Là, il reste sur 2 podiums. Là, hein, et il a eu un petit coup de mou, un peu comme Pascal Wehrlein lorsqu'il était en tête du championnat. Mais sauf que lui, Jack Dennis, il a réussi un petit peu à remonter et à retrouver de la verve. Il était sur le podium de Monaco, hein, comme vous le dites. Il reste sur 2 podiums consécutifs. Et du coup, Jack Dennis, ça lui permet de se maintenir dans le top 3 du championnat. 3e. Et là, il est encore pas mal. Hein. Il est encore pas mal, Jack Dennis. C'est vraiment intéressant de suivre l'évolution de cette équipe Andretti, qui, elle, retrouve de la performance avec le moteur Porsche, alors que l'équipe officielle Porsche, là, depuis plusieurs week-ends, elle est nulle part. Stoffel Vandoorne, on a à l'image, avec, donc on voit l'écriture sans course pour DS Automobile. Et d'ailleurs, le cas de Andretti, qui est meilleur, on va dire, qui est l'équipe privée Porsche et qui est devant l'équipe officielle, on vit le même scénario avec Jaguar, puisque Envision est en tête des pilotes avec Jack Dennis devant les pilotes officiels Jaguar. Donc voilà, on met des roues, on change les roues pour qu'elles soient bien fraîches. On le sait, hein, on est avec des pneumatiques rainurées, des pneumatiques en coule qui en plus sont un petit peu plus dures. Mais là, Jean-Carl va savoir en parler mieux que moi. Rouler avec des pneumatiques rainurées, surtout sous cette chaleur. Quand il fait chaud comme ça, ouais. La surface du pneumatique, elle va cloquer en fait. Ouais, et puis surtout, on a beaucoup de mouvements. C'est des pneus qui sont quand même très particuliers. On a pu voir, ils ont changé les pneus, mais ils n'ont pas mis des pneus neufs, des pneus qui rôdent à chaque fois. Et pour les équipes, de toute façon, vu que c'est un nouveau manufacturier, il y a quand même beaucoup de.
comment dire, les Michelin, ils les connaissaient parfaitement. Là, c'est un manufacturier, comme je l'ai dit, et c'est comme ils sont toujours, je pense, dans une phase d'adaptation, de compréhension du pneu. Et ces pneus-là, même si la voiture est quand même et pas très lourde, on va dire, c'est quand même compliqué pour le pilote à savoir comment les exploiter au maximum. Il y a encore un francophone, Frédéric Bertrand. Il est français, même, Frédéric Bertrand. Oui, bien sûr. Français, hein. Frédéric Bertrand. C'est pas la Coupe de France, hein, c'est le championnat du monde, hein, mais il y a beaucoup de Français. C'est deux Français, hein, c'est le même parcours. D'ailleurs, Frédéric Bertrand, c'est le même parcours que Fred Espinoz. Hein. Il a quitté la FIA pour rejoindre la tête d'une équipe. En l'occurrence, là, il a succédé à Dilbag Gill, à la tête de Mahindra, en tout cas dans ce cadre ici en Formula I. Et Roberto Merhi, donc le petit nouveau de chez Mahindra qui remplace Oliver Roland. C'était un peu le petit coup de tonnerre du paddock juste avant Jakarta. Et qui profite en fait que tous les autres pilotes soient dans les stands pour changer leurs roues, pour avoir une piste claire, à la fois découvrir cette voiture. C'est quand même des procédés extrêmement complexes de pouvoir rouler avec ces voitures, gérer l'énergie, gérer la régénération d'énergie sur les phases de frein. Et là voilà, là c'est le bouchon. Là, c'est le sprint final, ça va être les embouteillages à la fin. C'est 17 heures sur le périph', là, c'est ça? Voilà. C'est un peu ça, parce que tout le monde à la fois va vouloir avoir une piste suffisamment claire pour faire un chrono, mais être derrière quand même un petit copain pour avoir un petit peu d'aspiration. Donc là, il faut trouver ce qu'on appelle la bonne position en piste pour faire le meilleur chrono possible. Profiter d'une petite aspiration, d'avoir des repères sur les points de freinage sans être gêné. Donc c'est quand même le placement en qualification est quand même super important. Oui, parce que le temps défile et je vois toujours pas Jean-Éric Vergne dans les 4 premiers. C'est normal, ils ont parti le chrono là. Ils partent vraiment tous pour un sprint final de un tour. Hein. On voit, il reste 36 secondes, donc là ils ralentissent et là ils vont accélérer pour un tour. Donc c'est maintenant que tout se joue finalement. Les qualifs auraient pu se limiter à ça. Ouais, mais ces 6 premières minutes, elles sont vraiment importantes. Bah oui. Ils se mettent tous dedans et en fait, c'est un peu une cause commune tous de nettoyer la piste tous ensemble. Et c'est parti. Donc là, la première DS, c'est Stoffel Van Dorn. On garde les mêmes positions que tout à l'heure. La deuxième, c'est Jean-Éric Vergne. On aperçoit derrière Sam Bird. Robin Freins. Jack Dennis, qui déjà améliore la marque, vous voyez, de manière très importante dans le premier secteur, plus de 2 dixièmes d'avance. Il est normalement, Jack Dennis, là, ça va être une des références sur ce groupe. Il a 22 millièmes de Van Dorn pour l'instant. Ah ouais, un dixième et demi d'avance, là on est sur un tout autre rythme qu'au début du groupe. Dan Ticktum qui pour l'instant passe dans le top 3 avec la NIO. On suit à droite Nick Cassidy, le leader du championnat. Est-ce que Jack Dennis va améliorer sur la ligne? Ouais, plus de 2 dixièmes d'avance. Nouvelle référence, 1-9-0. Nick Cassidy. Oh là là, Nick Cassidy, c'est... Je le voyais un peu plus proche. Van Dorn, deuxième. Vous avez peur qu'il trappe? Vergne, troisième. Ah, c'est bon ça. Et oui, Vergne, troisième, le Français qualifié pour l'instant. Et Nick Cassidy éliminé pour l'instant. Et voilà, Nick Cassidy est le leader du championnat qui ne va pas aller en quart de finale. C'est Robin Freins avec la Cupra. On parlait de Abt qui, depuis Berlin, avait quand même pas mal d'éléments pour progresser. Eh bien, Abt en quart de finale. Les applaudissements du clan DS qui qualifie ces 2 voitures. Jack Dennis, meilleur temps. On le disait que Jack Dennis, il avait retrouvé la forme. Et donc, l'énorme surprise, Abt Cupra. Robin Freins qui est vraiment un super pilote et qui essaye de faire le maximum pour Abt, pour montrer au plus haut les couleurs de Cupra. Donc ça veut dire quoi pour Nick Cassidy, le leader du championnat? Ça veut dire qu'il partira en Hongrie? Non, il partira à 10e. Il partira en 5e ligne. 11e ou 12e. 11e ou 12e. 11e ou 10e, pardon, 9e ou 10e. 9e ou 10e, 5e ligne. Et après, bon, c'est pas fini, tout dépendra du départ et du management de l'énergie. Mais... Et là, regardez le petit sourire de Fred Espinoz chez Cupra. Je vais vous dire, c'est une équipe, c'est incroyable. Ils ont pris sûrement 2 des top pilotes de la catégorie. C'est une ancienne équipe championne. Ils arrivent avec des gros moyens, avec un constructeur qui est Cupra. Et là, ils font dernier tous les week-ends. C'est terrible. Et là, d'un coup, à Berlin, sous la pluie, ils atomisent tout le monde. Et après, c'est ce qu'on avait dit à Berlin avec Bruce Jouani. Bon, bah là, ils ont compris où est le problème sur le châssis. Et vraisemblablement, ils ont travaillé dans le bon sens parce que c'est la première fois que Abt Cupra passe en quart de finale sur le sec.
Et c'est vraiment peut-être un moment clé et un point de bascule pour l'équipe. Alors c'est loin d'être fini, parce que ça c'était uniquement les qualifs. Ensuite il va y avoir les quarts de finale, les demi, la finale pour déterminer le poleman. Et ensuite on pourra y aller pour cette course en direct. Mais ça y est, la bonne nouvelle c'est que Jean-Éric Vergne, notre pilote français 5e au classement général, accède au quart de finale. Et alors apparemment son quart de finale ce sera face à son coéquipier Van Dorn. C'est terrible parce que ça veut dire que... qu'il y en aura une des deux qui passera là. On sera sûr qu'une DS sera en demi-finale. Ah, vous voyez le verre à moitié plein, vous. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. C'est comme quand on a eu Sacha Fenestras contre Norman Nato à Monaco. Ouais, dans un sens, on savait qu'on avait un Français en finale. Mais bon, non, mais c'est comme ça. On sait le premier du groupe A affronte le 4e du groupe A. Et le deuxième du groupe A, le 3e du groupe A, pareil pour le groupe B. Et c'est ce qui nous donne les quarts de finale. Alors, un quart de finale avec Jean-Éric Vergne à suivre dans un instant sur la chaîne L'équipe. Ne ratez pas ce grand moment du côté de Jakarta. À tout de suite. Suite de la Formule 1 et voilà les deux coéquipiers qui vont se retrouver adversaires dans quelques minutes parce que oui, Jean-Éric Vergne à gauche, notre Français 5e au classement général, va retrouver son coéquipier mais néanmoins adversaire Stoffel Vandoorne, le champion du monde en titre. Ça va nous promettre un quart de finale excitant, messieurs, on ne pouvait pas rêver mieux. Non, c'est sûr, du moment que c'est Jean-Éric qui gagne. Non, mais Stoffel, c'est top aussi parce que Stoffel, il fait une très très belle saison. Enfin, il monte en puissance. Ouais. Il n'a pas eu la chance à Monaco, mais c'est voilà. Dans tous les cas, on sera content. Adrien, Jean-Carl, avant d'assister à ce quart de finale épique, on va aller du côté du Mans parce qu'il y a une petite sauterie en ce moment qui se passe du côté du circuit Bugatti avec le centenaire des 24 heures à venir et notre envoyée spéciale qui est déjà là-bas. J'ai l'impression qu'elle vit là-bas. Mylène Dorange, on est ravis de vous retrouver. Pourquoi vous êtes déjà sur place? C'est un peu tôt, là, c'est dans une semaine quand même la compète. Bonjour France, bonjour à tous. Ouais, avec Charlie, on est déjà dans le centre du Mans, à côté de la place de la République, parce qu'il y a déjà le pesage. Et oui, 8 jours avant le début de la course, il y a déjà des cérémonies qui sont en place. Et le pesage, en fait, ce sont les vérifications techniques. Et regardez juste ici, c'est les voitures qui vont passer ce matin. Ça va commencer à 9h30. Et ce qu'on va faire avec Charlie, c'est qu'on va se rapprocher tout à l'heure et on vous emmènera dans les coulisses justement de ce pesage. Ah, génial, on a hâte d'y être, hâte de voir ça. C'est vraiment un événement fou, hein. Soyez là pour ce centenaire, parce que déjà, chaque édition des 24 heures du Mans, c'est incroyable. Mais là, 100 ans, on a sorti les gros moyens. Il va y avoir un record de public et puis du spectacle surtout. Qu'est-ce qu'on attend là? On a un petit peu de temps, on est impatient de voir ces 24 heures du Mans. Jean-Carl? Ouais, non, un record d'affluence, ça c'est sûr. C'est fou, c'est complètement full dans les tribunes. Et après, non, c'est une nouvelle era qui s'ouvre avec les Le Mans LMH et les hypercars voilà, et LMDH. Beaucoup de constructeurs engagés dans la catégorie Rennes. Donc non, ça va être vraiment fantastique et d'avoir toutes ces marques qui vont se battre pour la victoire finale. À mon avis, on peut attendre vraiment une belle bataille en piste et ça sera un super week-end. On a hâte d'y être, un week-end prochain, 10 et 11 juin. Et puis on retrouvera Mylène Dorange dans un instant. Donc on ira voir quelle voiture elle a choisi d'observer pendant ce pesage. On revient du côté de Jakarta, en Indonésie, pour notre e-prix du week-end, championnat du monde, 10e étape. On a vu les qualifs juste avant la pub. Place maintenant au quart de finale. Il y aura ensuite les demi, il y aura ensuite la finale pour déterminer le poleman et la course en direct. Mais ce premier quart de finale, ô combien intéressant parce qu'il oppose notre Français Jean-Éric Vergne, 5e au général, face à Van Dorn, qui est combien au général, qui est bien plus loin, 11e, donc on ne joue pas dans la même cour. Ouais, il n'a pas forcément une chance cette année, Stoffel, mais il a montré beaucoup de vitesse. Et d'ailleurs, vous avez vu les stats, ils se sont affrontés déjà 3 fois en phase finale. Et sur les 3 fois, il y a 2 fois où c'est Stoff qui a gagné. Donc voilà, ça peut là, en tout cas, ça va être très serré. On voit que les performances sont très proches, ce qui est toujours une excellente nouvelle pour un constructeur. D'ailleurs, de voir que ces deux pilotes roulent dans le même 10e. C'est la meilleure nouvelle que vous pouvez donner à votre patron. Comment ça marche les quarts de finale? Un tour? Alors, ils ont un seul tour chrono. Là, cette fois, ils sont à pleine puissance. Donc là, ils développent toute la puissance de la voiture. Et 350 kW. Et là, ils sont, pleine balle. Un seul tour. Et vous avez en temps réel l'écart entre les deux pilotes sur le petit graphique à gauche. Donc on voit que Stoffel Vandoorne est 37 millième pour l'instant derrière Jean-Éric. Donc c'est rien du tout. Là, c'est vraiment, ça se joue vraiment au mètre près. C'est un exercice assez particulier parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut tout mettre, on va dire, ensemble, aller chercher les points de frein, garder le maximum de vitesse dans les virages, voilà, tout en n'exagérant pas, on va dire, être à la limite du grip sans trop en faire. Donc c'est vraiment assez atypique. Et
voilà, en termes de pression, c'est pression maximale parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur si on veut passer en demi-finale. Et pour DS, non, c'est super d'avoir déjà. Et c'est la seule équipe qui a 2 pilotes champions du monde. Ouais. Et ils savent qu'ils ont 2 pilotes qui savent gagner un championnat, qui savent faire des pôles et gagner les courses. Et vous avez la ligne à gauche qui vous permet de savoir qui est devant, hyper intéressant. Voilà, et la petite glisse de Stoffel Van Dorn qui avait rattrapé 0-0-0-0. C'est sur la ligne que ça va se jouer. Ça sera derrière. Ah, c'est derrière. Ouais, pour 78 millièmes. Ouais, vous vous rendez compte quand je vous disais que vraiment ça se jouait il roule dans le même dixième. C'est fou, hein. Alors on est content ou on n'est pas content là dans l'équipe du coup? Parce qu'il y en a un qui passe mais il y a l'autre qui est éliminé. On est content, c'est Jean-Éric Vergne qui passe. Nous on est content. Ah nous on est content. Bon, on aurait été content si c'était Stoff aussi, mais Moins, un peu moins. non, c'est top. C'est top pour DS, c'est top pour Jean-Éric. Jean-Éric il est 5e au championnat, donc à un moment quand on est constructeur, on aime aussi privilégier le pilote qui est le mieux classé. Ouais. Et Jean-Éric, il a besoin de grappiller quelques points pour revenir dans cette petite bulle là des 4 pilotes de tête. On rappelle qu'au classement, je ne sais pas si on peut le voir réapparaître, mais sinon Nick Cassidy est en tête avec 20 points d'avance. Derrière, il y a 3 pilotes en 6 points, sont très serrés. Et il y a un tout petit trou ensuite avec Jev qui est 5e, qui doit vraiment rattraper son retard. Ouais, mais voilà, mais ce petit trou, justement, il peut le rattraper ce week-end. Il peut revenir sur ce groupe de Verlaine, Dennis et Evans. Evans, là, c'est un petit peu, enfin même Jaguar, c'est un petit peu plus dur. Bon, Dennis est vraiment en forme. On va le retrouver là dans un instant. Verlaine. C'est des hauts et des bas, donc là il peut vraiment revenir dans ce groupe. Et après Cassidy, il faut voir un petit peu comment ça va évoluer. Comment ça va se passer, mais après on va dire que pour remonter à la 3e place, c'est faisable. Il faudra un bon résultat. C'est un double header. Il y a la course aujourd'hui et demain. Double header. Double header, et nous l'a fait. Merci. C'est 2 courses en un week-end, je traduis. Je suis bilingue. mais non, il y a quand même de fortes chances. Déjà, c'est bien. On peut voir que la voiture marche. Ouais. Le potentiel est là pour ce week-end. Donc ça va être intéressant. Il faudra tous les ingrédients pour faire un bon résultat et compter aussi peut-être sur, on va dire, la malchance des. Ah bravo, bel esprit. Jean-Éric Vergne en demi-finale. En tout cas, ça c'est la bonne nouvelle. Alors contre qui? On va le savoir maintenant. Place aux autres quarts de finale. Quel est le prochain duel que nous allons voir maintenant? Intéressant. Robin Frijns face à Jake Dennis. Là, effectivement, les chances tournent quand même à l'avantage de Jake Dennis, qui a fait le meilleur temps du premier groupe, qui est 3e du championnat. Face à un Robin Frijns qui décroche le premier quart de finale de Cupra sous le sec cette année. Donc voilà, c'est les chances là, c'est un peu David contre Goliath. Mais quoi qu'il en soit, partir sur la 4e ligne déjà pour Robin Frijns, ça sera l'énorme perf du jour pour Cupra. On va dire que la qualif est déjà faite. Je pense qu'on a pu le voir d'ailleurs sur le visage de Fred Espinos. Il était déjà satisfait, on va dire, de passer ce round. Et à voir. Après, Robin, on peut compter sur lui. C'est quelqu'un qui se pose pas vraiment de questions, qui met le maximum. Donc, ça va être intéressant. Et cela dit, pour l'instant, Jake Dennis, il est un petit peu en retard sur Robin Frijns. Est-ce qu'ils vont nous faire mentir? Non, mais on voit Robin Frijns qui est vraiment au maximum, qui pousse sa machine au maximum avec vraiment une belle dérive là. La prise de risque. Il a perdu combien là? Un dixième et demi? Non, tout dépend, on va dire. Il y a des voitures, voilà, si on dérive légèrement, on ne perd pas vraiment de temps, on peut même aller plus vite. Tant qu'on va dire qu'on débraque, on ne met pas d'angle de volant, on ne perd pas trop de temps. Est-ce que c'est le futur adversaire de Jean-Éric Vergne qu'on voit ici ou ce sera un autre quart de finale? Ah non, normalement c'est Jake Dennis. Là, on est bien parti là. Oui, il est bien parti là. Si c'est lui qui remporte cette manche, ce sera Jake Dennis face à Jean-Éric. Voilà, mais on a pu voir quand même Frijns qui est 4 dixièmes moins vite que Jev. Ça y est, bon là c'est Frijns s'est plié. Mais par contre, Jake Dennis montre un rythme vraiment impressionnant. Mieux que Jean-Éric? Non. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Ah si, pardon. Ah si, mieux que Jean-Éric. Je me suis trompé. Voilà, qui a fait un petit dixième de mieux que Jean-Éric Vergne. Ouais, c'est vite. Honnêtement, c'est vite. Et je voulais que je vous dise, je crains même que là, en plus, il en ait eu un peu sous le pied de savoir que son ingénieur en temps réel lui dit, Robin est très en retard. Bon. Oui, assure le coup quoi. Donc il n'a pas trop pris de risque, on va dire. Ouais, ça va y avoir du boulot, mais c'est pas injouable pour Jean-Éric. Mais va y avoir du boulot. Prochain quart de finale qui va opposer 2 Allemands, tiens. Alors on le disait, Pascal Wehrlein, c'est des hauts et des bas cette année. Là, il a peut-être une chance de revenir un petit peu dans le match, en tout cas de bien se positionner sur la grille face à René Rast. 2e au général, Pascal Wehrlein. Prédicté de vote qui est assez à l'avantage de Wehrlein. Mais bon, René Rast, qui est un pilote vraiment multicarte qui roule dans beaucoup de disciplines différentes, sur le DTM. Qui prendra la direction des 24 heures. Des 24 heures du Mans, ouais. Un début de mois de juin assez chargé.
Et qui a fait surtout vraiment un super début de saison en Arabie Saoudite. Dès le premier week-end, était vraiment présent. Ouais, McLaren était clairement dans le match dès le début. On sentait que les restes de Mercedes étaient bien présents. Jake Hughes, on en a parlé tout à l'heure, fait un travail extrêmement solide aussi. Et là, Porsche a besoin de revenir. Porsche, là, ils étaient en train de perdre pied. Ils ont vraiment besoin de revenir dans le match. Là, vraiment étonnant quand Verlaine s'est un petit peu éteint. C'est D'Acosta qui a repris le relais en termes de performance et de résultats chez Porsche, mais qui sont un petit peu en déficit sur les derniers week-ends de course. Voilà, il prend pas beaucoup photo non plus, hein. Rast. On voit qu'il essayait pourtant d'être extrêmement propre, hein, Rast, mais 4 dixièmes de retard maintenant sur Pascal Verlaine, 5 dixièmes, ouais, voilà, c'est... Ouais, qui est quasiment 8 dixièmes moins rapide par rapport à Jack Dennis sur le tour précédent. C'est étonnant. Pascal Verlaine qui lui va verrouiller un beau chrono là par contre. Il va lui mettre un tour, oui, s'il continue. 8-5. 8-5, c'est un beau chrono. Temps. C'est un très beau chrono là, Pascal Verlaine. Ouais, on peut être content dans l'équipe de Porsche. Ouais, voilà, on voit les points serrés parce qu'on sort on l'a dit, hein, on sort de plusieurs semaines compliquées chez Porsche. Bon là, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ian James impuissant hein, face à la contre-performance de René Rast. Pascal Verlaine, donc sans surprise, qui accède aux demi-finales et qui va affronter l'un de ces deux gars. Et oui, on parlait du quart de finale fratricide entre les deux pilotes DS. Ça va aussi être le cas de Maserati. Maserati très en forme hein, sur ce week-end de Jakarta. Ils ont vraiment dominé les essais libres. Et mention particulière à Max Günther qui s'est vraiment montré en haut du classement déjà lors de la première séance qui a eu lieu hier. C'est parti pour Eduardo Mortara. Max Günther qui a décroché son premier podium de la saison à Berlin. C'était le premier podium de Maserati. Maserati, ils ont été perfos dès le début. D'ailleurs, les essais déjà d'intersaison, c'était eux les plus performants. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de malchance en début de saison. Maserati officiellement motorisé par Maserati, mais on sait en vérité que c'est le même bloc que le bloc DS. Hein. C'est la même maison. On a d'ailleurs aperçu lors du dernier rendez-vous à Monaco Jean-Marc Finot qui était là avec les chemises Stellantis et qui naviguait d'un box à l'autre de chez DS à Maserati. James Rossiter, on peut voir le directeur sportif, directeur il a perdu une demi-seconde là, Eduardo Mortara, il a dû se louper. Et là, il laisse presque le champ libre à Max Günther. Ouais, il a dû faire une grosse erreur là, Eduardo Mortara. Et on va terminer de son tour. Mais là, les jeux semblent faits, même s'il a repris 2 petits dixièmes. Max Günther qui n'a plus qu'à dérouler sur la fin de ce tour. Le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule I, hein, Max Günther. À l'époque, c'était à Santiago du Chili avec BMW. Quel âge il avait? Il avait 20 ans. C'est beau, c'est propre. Vous gagnez une course à 20 ans, vous, Adrien? Il va m'en sortir une. Oui, en plus. Hein. On applaudit hein, dans le camp de Max Günther avec Alex Zardelé à droite qui est son ingénieur de course. Et ça passe en demi-finale pour l'Allemand qui va retrouver un compatriote hein, avec Verlaine. Ouais, les deux Allemands qui vont s'affronter en demi-finale. Verlaine face à Günther là aussi. Hein. Là, ça va être du très très lourd. On disait le Vergne, Jack Dennis va être costaud, mais là aussi, hein, ça va être vraiment intéressant à suivre. Ouais, on peut parler quand même de l'autre demi-finale parce que c'est celle qui nous intéresse le plus. Jean-Éric Vergne, donc notre Français qui va affronter Jack Dennis, le Britannique. Au général et au dynamique, c'est peut-être Jack Dennis qui l'emporte. On va voir. Quoi qu'il en soit, Jean-Éric, il a une force, c'est qu'il est très régulier. Donc là, Jack Dennis gagne la demi. C'est pas grave. Mettez Jean-Éric Vergne en 4e place sur la grille. C'est pas rédhibitoire. Mais non, mais là, au pire du pire, il fait 4e, il part 2e ligne. Jean-Éric Vergne, il a su nous gagner des courses en partant plus loin que ça. Donc là où il est fort, c'est que dans les bons jours, il gagne. Dans les mauvais jours, il vous fait une 7e, une 8e place et il prend des points au championnat. Ça a toujours été sa force, à Jeff. Non, c'est le plus important. Ce qui est impressionnant, c'est sa consistance. Même on peut le voir avec Mortara qui s'est battu pour le titre l'année dernière et qui est un peu plus en difficulté cette année. Jeff, il est là depuis pas 10 ans, mais presque. Quasiment depuis les débuts. Voilà, et il est toujours aux avant-postes et il arrive toujours à se battre pour le championnat. Donc c'est une de ses grandes qualités et on peut compter sur lui
pour cet après-midi, déjà pour cette qualification et surtout pour la course. Heureusement qu'il est là, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour le suivre et pour espérer peut-être pas un titre mondial cette année, ce serait le 3e, mais là il est quand même un peu loin, mais au moins un podium, quoique, hein, tout peut arriver très très vite. Vous restez bien avec nous juste après la pub, place à cette demi-finale donc entre Jake Dennis et notre Français, puis ensuite il y aura la finale et la course à suivre en direct. À tout de suite. Ce générique synonyme de Formule, 10e étape du championnat du monde. Et la bonne nouvelle, on est à Jakarta en direct d'Indonésie. C'est pas ça la bonne nouvelle, quoi que si, ça peut être une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle c'est que notre Français, 5e au classement général, Jean-Éric Vergne, a passé le cap des qualifs, des quarts de finale. Il est en demi-finale face à Jake Dennis. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais on verra ça dans un instant. Je vous rappelle juste la suite du programme parce que c'est un gros samedi qui vous attend encore une fois sur la chaîne L'équipe. La Formule 1, on est en plein dedans. On a la reprise du BMX Race. Hein. Attention, avec plein de Français, ça sera en Turquie. C'est la rentrée pour cette discipline olympique. Quand on parle de discipline olympique, à gauche, on retrouve en bas à gauche le basket 3-3. Évidemment, les filles, les Françaises sont championnes du monde en titre. Elles remettent leur couronne en jeu. Ce sera tout à l'heure vers 16h pour les 8e de finale, tout comme les messieurs d'ailleurs. Et puis un petit peu de football ce soir à 19h30 avec notamment la finale de la Coupe d'Allemagne entre Leipzig et Francfort ou encore les quarts de finale de Coupe du Monde U20 entre le Brésil et Israël. Il y aura l'équipe du soir évidemment ce soir à 23h, vous en avez l'habitude, pour conclure ce week-end et cette saison de Ligue 1. On revient à la Formule 1. Non, juste avant la Formule 1, j'ai parlé de basket. Basket 3-3. Vous suivez ou pas un petit peu? Nouvelle discipline olympique avec les Bleus et tout, on est bon. C'est dynamique. C'est dynamique, ça va plus vite, c'est plus intense, c'est spectaculaire. Juste avant les 8e de finale donc, de cette Coupe du Monde de basket 3-3 que vous suivrez tout à l'heure en direct à partir de 16h. Ça se passe en Autriche. On a une petite caméra inside. Vous savez, on a Tanguy Carouas, notre envoyé spécial qui suit les Bleus, les garçons et les filles. Il a donné sa caméra, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il a donné sa caméra à l'équipe de France messieurs, notamment Franck Segala, l'un des joueurs, pour voir ce que ça donne. Pendant la journée off, qu'est-ce qu'ils font les basketteurs? On regarde. Oh. Oula. Bonjour. Oh, mais wow, mais elle est hyper technique cette GoPro. Qu'est-ce que tu manges, Vincent? Du houmous. Trop gênant. Et il y a les girls. C'est pas mal ça. Vous voyez dans le retour? Ouais. Non, vas-y, prends bien. Viens pour voir. C'est bon. Super. Énorme. De regarder un petit match du coup on va essayer de se focus sur demain. Ah, what's up. Un petit magnum. Je sais pas si c'est très diététique les glaces quand même. Bon, c'est jour de repos, on leur laisse. Je crois que c'est bon, il paraît, pour la récup, les glaces, le froid, tout ça, non? Ouais, ça... Ça cryo. Cryothérapie. Ouais. De l'intérieur, ça marche aussi. Allez, on retrouvera nos bleus, les hommes et les femmes. Donc aujourd'hui à 16h, bien sûr, pour cette Coupe du Monde de basket 3-3, les 8e de finale. Allez, les bleus, on est tous derrière eux. En attendant, on est derrière d'autres bleus et un bleu qui nous intéresse, Jean-Éric Vergne, qui s'apprête à disputer sa demi-finale face à un adversaire de taille, Jake Dennis. On y va, Jake Dennis à la voiture rouge, Jean-Éric Vergne à la voiture dorée. On les retrouvera facilement. Est-ce qu'il a ses chances, la Gève? Parce qu'il est costaud, Dennis. Hein. Alors, vous le voyez, ils se sont affrontés 3 fois. À chaque fois, c'est Jean-Éric qui a gagné. Bon, c'est bon, il a gagné, on peut passer à la Mais suite. aujourd'hui, c'est pas les chances, vous le voyez, les pourcentages de chances ne sont pas forcément en sa faveur. Les prédictions. Parce qu'on a un Jake Dennis qui est vraiment rapide, vraiment performant. Dans le groupe, il a été plus vite que Jean-Éric Vergne. On l'a vu dans son quart de finale, il a été plus vite que Jean-Éric Vergne. Donc là, c'est le moment d'inverser la tendance. Et encore une fois, s'il gagne, on a un Jean-Éric Vergne en finale, en première ligne. C'est génial, voire peut-être même en pôle. S'il gagne pas de panique, il part 4e et c'est rattrapable. Voilà, c'est pour le championnat, ça reste une excellente opération. Allez, un tour, pleine puissance et le plus rapide l'emporte. On voit que c'est très serré sur ce début de tour, avec un tout petit avantage de quelques centièmes pour Jean-Éric. Et puis c'est un format vraiment très particulier, comme on l'a dit, ils ont un seul tour, donc chaque pilote peut
commettre une petite erreur. Et donc voilà, on va dire que la performance de la voiture joue un petit peu moins. C'est surtout au pilote de mettre tout bout à bout pour effectuer le tour le plus rapide. Ouais, là, l'écart se creuse. Il est en L'écart se retard, creuse plus de 4 dixièmes maintenant. Peut-être un peu conservateur sur son tour, Jean-Éric, même s'il veut assurer une bonne position. Il ne faut pas oublier que le chrono que fait Jean-Éric, c'est lui qui va déterminer. Là, bon, bah, s'il gagne pas sa demi, ça a l'air compliqué. Le chrono va malgré tout définir s'il fait 3e ou 4e sur la grille de départ. Et ça peut faire la diff. Mais on le sait, hein, Jack Dennis, je vais vous dire. Hein, alors vous allez me dire, maintenant qu'il gagne la demi, c'est facile à dire. Moi, ça serait peut-être bien un pronostic pour la pole. Hein. Ah ouais Carrément Et la victoire finale Et la victoire finale, du coup? La victoire finale, non. Ça va être, là, je pense que la course va être très différente de la qualif. C'est-à-dire que sur un tour, vous pensez que c'est lui le meilleur? Là, il va en finale. Je pense qu'il a une chance sur 2 de faire la pole. Ouais, super. C'était la statistique, signé Adrien Pavio. Magnifique. Vous n'hésitez pas si vous avez besoin. Ah bah, entre Paul Petit et vous, j'ai choisi. Hein. Paul Petit qu'on embrasse, qui est en pleine course d'ailleurs. Là, au moment où on se parle, il fait sa qualif au Castellet. Très bien. Mais il nous manque beaucoup. Surtout quand on voit les stats comme ça. Bon, non, mais on arrête de rire. Élimination, du coup, de Jean-Éric Vergne. Tout va bien. Ouais, il sera sur la grille de départ. Il part 4e. Faut pas oublier qu'on en a beaucoup parlé. Il y a une statistique complètement folle. Les pilotes n'aiment pas être en tête en Formule I. Cette année, d'ailleurs, c'est vous qui avez la stat. Merci. Non, mais c'est vous qui l'avez. Bah alors c'est maintenant qu'on la donne. Eh ben là, j'ai bien réfléchi, j'ai bien regardé. Aucun poleman n'a remporté ni même fait de podium cette saison. Donc en fait, la pole n'est pas forcément synonyme de bonne C'est complètement disposition. fou parce que moi j'allais dire, et ça rejoint votre stat, on l'a vu sur les courses cette année, les pilotes ne veulent pas être en tête de la course parce que lorsqu'ils sont en tête, ils consomment trop d'énergie. La résistance à l'air de la voiture, quand vous êtes premier, elle vous fait consommer trop d'énergie par rapport aux autres voitures qui vous suivent et qui, elles, ont moins d'air puisque le premier vous coupe de l'air, la fameuse aspiration. Donc Jean-Éric Vergne, là, il va partir 3e ou 4e. Parfait. Pas plus mal en fait. Mais non, mais il est parfait. Il est à l'abri du tumulte du peloton derrière. Et à l'inverse, il a les petits copains devant pour lui couper l'air. C'est la bonne stratégie. On y va pour l'autre demi-finale? Allez. Allez, parce qu'il y a un duel allemand qui nous attend entre Verlaine et Günther et on saura qui affrontera Jack Dennis en finale. Vos pronostics? Déjà au nombre de confrontations. Ah bah ils ne sont jamais confrontés? Ah bah non. Non, jamais. Ouais. Je suivrai le. Ouais, je pense aussi. La tendance de Günther. Max Günther, il est très très fort. Il le montre depuis le début du week-end. Maserati, il a vraiment montré la performance. Et d'ailleurs, s'il y a un pilote qui peut battre Jack Dennis aujourd'hui, c'est Max Günther. À voir, parce que je ne suis pas convaincu, parce que Maserati, malgré tout, ils sont encore un peu en dents de scie par rapport à Jack Dennis qui là retrouve vraiment de la solidité. Mais bon, après, toujours pareil, hein. Pascal Wehrlein, partir 3e ou 4e, c'est très très bien. On retrouve de la verve. Attention, il n'est pas fait, le demi, il n'est pas fait. Mais après, faut voir, hein, c'est un moteur Porsche qui vient de se qualifier pour la finale avec Jack Dennis. Donc, il n'y a aucune raison que Pascal Wehrlein ne puisse pas battre Max Günther. Mais Max Günther est très très fort depuis le début de ce week-end à Jakarta. Et là, pour l'instant, c'est très serré, hein, 800e. Ça arrive comme ça d'avoir des pistes où le pilote a un peu plus d'affinité, se sent plus à l'aise et tout arrive plus facilement. C'est assez, on va dire, pas incompréhensible, mais il y a des pistes. Déjà de 10e et demi. Hein. Ouais, 2e et demi. Il n'y avait pas énormément de suspense, si ce n'est peut-être une erreur du pilote Maserati, mais ce qui peut encore arriver, hein, cela dit. Mais en termes de performance pure, on voit que la Maserati, elle est un peu au-dessus de la Porsche. Mais comment alors, parce que ça ne se traduit pas au classement général, cette histoire, Wehrlein est 2e et Günther 12e. Ça se traduit pas au classement général, mais ça se traduit sur ce qu'on voit depuis le début de ce week-end. D'accord. Mais Maserati, ils sont très performants. Hein. C'est juste qu'ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal à tout mettre dans l'ordre. Même pas, Berlin, il faisait pas chaud, mais ils ont du mal à tout mettre dans l'ordre. Il faut savoir que dans le paddock, Maserati fait partie, selon les experts, et quand vous parlez avec toutes les équipes, si vous dites, selon vous, c'est qui l'équipe qui a les meilleurs ingénieurs, une fois sur deux, on va vous dire Maserati. Ah ouais. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à le prouver. Et il faut confirmer, il faut transformer l'essai. L'histoire de confirmer, c'est comme... On se félicite, hein, j'imagine. Ouais, on se félicite. Pas tout compris, mais... petit débrief du tour, mais voilà, en tout cas, très positif. Max Günther face à Jack Dennis. Là, en finale, on a clairement les 2 meilleurs pilotes de la journée qui s'affrontent. Ah, très bien. Sans problème. Là, on n'a pas le hold-up, la surprise.
c'est clairement, depuis le début de ces qualifs, les deux meilleurs qui s'affrontent. Est-ce qu'on sait déjà au chrono de Verlaine s'il passe devant Jean-Éric Vergne ou derrière? 3e, 4e, j'ai pas vu. Je crois qu'il passe devant. Aïe, aïe, aïe. Donc 4e place, a priori. Mais c'est pas très grave. Oui, rien n'est grave avec Partir vous. en deuxième ligne. J'ai l'impression qu'il serait dernier, ce serait pas grave. Non, il serait dernier, ce serait hyper grave pour le championnat. Là, il part 4e, il a dans tous les cas une chance de prendre des gros points. Max Günther n'est pas du tout un adversaire au championnat pour Jean-Éric Vergne. Donc, on le disait, il y a cette petite bulle du 2e, 3e et 4e du championnat de laquelle doit se rapprocher Jean-Éric. Oui, absolument. Dans cette bulle, il y a Pascal Verlaine, qui va partir à côté de lui. Il y a Jack Dennis qui va partir. Il est dans le match. Ah, Günther a les favoris, a les préférences des votes, a priori. Ça va être serré cette finale. On saura qui partira en pole position après cette course, après ce tour. Je mettrais peut-être bien une pièce sur Jack Dennis quand même. Oui, j'ai bien compris ça. Depuis le début. Il est très très fort. C'est parti pour Max Günther. Ouh, ça rase. Ouais, là ça va, c'est très très proche. Les voitures qui ont le maximum de puissance, donc 350 kW qui équivaut plus ou moins à 500 chevaux. Donc ça fait quand même des chevaux sous le capot, on va dire, surtout en ville où on rase les murs de près. Il faut être précis. Jack Dennis, le premier poleman de la saison, c'était au Mexique. Mais il n'avait pas gagné ni fait de podium du coup. Puisque c'est la stat. La stat. Quand on est poleman. Non, il avait gagné la course. Il n'avait pas fait la pole, il avait gagné au Mexique. C'est le premier vainqueur de la saison. Il n'a pas fait de pole de l'année. Dans tous les cas, peu importe qui gagne cette finale, ce sera sa première pole de la saison, que ce soit Jack Dennis ou Max Günther. Et je vois que j'ai eu le nez creux sur cette. Oui, en pronostiquant Dennis, c'était bien vu, vraiment. Et là, pour le coup, il a vraiment dû. Pourtant, il fait un 1.8.4 qui est vraiment le chrono, mais là, Max Günther, il éclate la concurrence avec un 1.8.1, 3 dixièmes d'avance. Lui aussi, il a éclaté le micro, je crois. Ouais. De joie. La joie chez Maserati. James Rossiter qui félicite les ingénieurs de Max Günther. Max Günther qui est vraiment très en forme et qui le prouve sur ce week-end. Il va s'élancer en pole position. Mais alors ça, c'est facile presque parce que c'était des courses en solo. La vraie course, c'est pas la même. Ouais, la vraie course, c'est pas la même. Il va falloir gérer l'énergie, gérer son leader, gérer la course en tête. That's pole position, 3.5 10. Scenario 2 and acknowledge. 2 and acknowledge. Don't take any margin on the lap, okay? Et voilà, la pole de Max Günther, c'est sa première avec Maserati. Et c'est assez étonnant, il rentre très très fort dans son win-lap. On peut voir qu'il garde vachement de vitesse, etc. Et l'ingénieur lui avait demandé de prendre 0 marge pour entrer au stand. Je ne sais pas s'ils ont un problème d'énergie ou s'ils doivent cacher quelque chose, mais c'est assez intéressant sur la discussion. Ils ont peut-être besoin d'informations sur la pression des pneus. Ouais, ou la pression des pneus, pour savoir un petit peu le... On va le voir accueilli, j'imagine. Avec des applaudissements, même s'il n'a pas encore gagné la course, c'est juste la pole, mais c'est déjà une petite victoire. Puis vous l'avez dit, aucun poleman qui a gagné une course cette année, qui a même terminé sur le podium, donc ça montre bien que la course peut encore potentiellement être animée. Il revit, Max Günther chez Maserati, il a eu un passage chez Nissan extrêmement compliqué, on voit le sourire d'Eduardo Mortara, très fair play, qui vient féliciter son équipe. Allez, maintenant, les choses sérieuses vont commencer. On est passé par les qualifs, les quarts, les demi, la finale. L'enseignement pour nos Français, vous l'avez compris, c'est que Jean-Éric Vergne sera en 4e position. Voilà la grille de départ. On part de la fin du 22 et on va remonter. Et Mahindra qui s'est débarrassé d'Oliver Rowland, ça n'a pas fait de miracle. Il monopolise la dernière ligne. Début difficile pour David Beckmann, qui remplace juste ce week-end André Lotterer qui est aux 24 heures du Mans. Qualif compliqué pour le Français Norman Nato de chez Nissan qui part 17e. Aïe. Pas beaucoup mieux pour Sam Bird et Antonio Félix d'Acosta qui sont deux élites pourtant de la Formule I, mais là 15e et 16e. Pas beaucoup mieux pour Seb Buemi qui pourtant restait sur une excellente lancée. Seb qui partira que 13e. Sacha Venestraz, le Français, pas mal. 12e, lui qui partait en première ligne à Monaco à côté de Mitch Evans. 11e seulement, Mitch Evans. C'est lui le grand perdant des prétendants au titre. Nick Cassidy, le leader du championnat, pas beaucoup mieux, il est 10e. Et là on découvre René Rast, 8e. Robin Frijns, 7e. La très très bonne surprise de ses qualifications. Il partira juste derrière Mortara, 6e. Van Dorn, 5e.
Là, on arrive dans du très très lourd. Hein. Mordara et Van Dorn, va falloir les suivre. Vergne et Verlaine aussi. Le top 6, là, il est vraiment explosif avec donc Jack Dennis deuxième et la pole de Max Günther. Max Günther, on va peut-être l'écouter. Le poleman, j'imagine qu'il doit jubiler, notre Allemand qui partira en première position. On écoute Max Günther. Based on the challenging season you've had so far, what does this mean to you? It must be a real lift. Ça a été juste là une saison assez difficile, mais là, vous réalisez une belle pole. La saison pour moi s'est réellement lancée à Berlin avec ce podium. Derrière, on a essayé de prendre des points solides. Monaco n'était pas comme je l'espérais. Mais là, on est clairement en forme. On le sait, hein, depuis les essais, on a vu qu'on avait une très bonne voiture. Ouais, la course va forcément être totalement différente, on le sait. Ça va être avant tout une question de gestion de l'énergie. Il fait très chaud. Mais peu importe, hein, la physionomie de la course, c'est toujours mieux de partir devant. Ça évite de se retrouver pris dans les accrochages du début et dans les problèmes. Visung Yang, the group head of Southeast Asia for Julius Baer, to present et voilà le trophée du poleman qui lui est remis. Il y a le trophée pour les poleman maintenant. Ah oui, il y a le trophée. Alors, ce serait dommage de s'en passer. Vu qu'aucun poleman a gagné la course, à la limite, comme ça, ils prennent le prize money et le trophée. Maximilian Günther, donc, qui a déjà signé un podium chez Maserati cette saison. Le premier pour l'écurie, peut-être un deuxième à suivre. Puis Jean-Éric Vergne, on le rappelle, qui part quatrième. Super opportunité pour notre Français de grappiller des points. Vous restez bien avec nous juste après la pub. On se retrouve en direct pour assister au départ de ce e-prix de Jakarta. À tout de suite. De retour à Jakarta pour notre e-prix du week-end. On cherche l'ombre, hein, forcément, parce qu'il fait très très chaud pour notre Français Jean-Éric Vergne. 5e au général, mais 4e sur la grille de départ. Super place, toujours détendu. Hein. Les lunettes, le petit sourire, je ne l'ai jamais vu stressé. De toute façon, hein, Jean-Éric Vergne, c'est pas son genre. Hein. Il a un peu d'expérience aussi. Il connaît un peu le circuit. Ouais, c'est moins stressant de partir 4e que de partir 12e. Donc, Ah oui, effectivement. On est tranquille. On ira le voir sur la grille de départ, mais je vous rappelle juste le beau programme qui nous attend aujourd'hui sur la chaîne Équipe. La Formule dans un direct, dans un instant, en direct bien sûr. Le BMX, on sera en direct aussi pour la reprise de la Coupe du Monde de Race. Le basket également avec les 2 huitièmes de finale pour nos équipes de France. France-Italie pour les filles, France-Suisse pour les messieurs. Et puis du direct toujours et du foot en soirée avec la Coupe d'Allemagne. Ce sera la finale ou encore la Coupe du Monde U20 Brésil-Israël. Il y aura l'équipe du soir également pour conclure ce beau week-end et cette belle saison de Ligue 1. Bref, les événements s'enchaînent et il y a un bel événement qui arrive dans une semaine tout pile. Les 24 heures du Mans, on y sera. On a emmené la grosse équipe et il y en a déjà qui sont sur place à l'image de notre envoyé spécial Mylène Dorange qui a assisté au pesage tout le week-end. On est en plein dedans. C'est vous qui voulez vous peser là? C'est pas la peine. Vous êtes pas dans les clous, Mylène. Bon, avant l'été, de se peser, c'est toujours pas mal quand même, je pense. Non, France, ce que je voulais vous montrer, c'est parce qu'en fait, les voitures, ça va commencer qu'à partir de 10h. Donc, en fait, je vous propose qu'on fasse le pesage ensemble. Allez, venez, on va vous montrer. En fait, la première voiture va monter juste ici, sur la balance. Alors, hop, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je suis conforme, moi? Ouais, Cédric me dit que je suis conforme. Venez, on se rapproche de Cédric. En fait, c'est sur cette mallette qu'il y a le poids qui apparaît. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. Bon, du coup, mon poids est effacé, ça reste secret. Cédric, bonjour. C'est quoi votre rôle exactement ici pendant le pesage? Alors, je suis commissaire technique et en fait, on contrôle le poids. On a plusieurs types de mesures à faire, le carrossage, les angles d'aileron, et après ils vont sur un poste avec mon collègue pour tout ce qui est sous le véhicule. Si le pesage ça dure 2 jours, c'est plutôt aussi un petit show pour que le public puisse venir voir de plus près les voitures? Oui, tout à fait, c'est pour voir les moyens de contrôle, comment on contrôle les voitures, et pour eux c'est plus agréable de voir au cœur de la course, avant la course, quoi. Donc pour eux c'est intéressant aussi. Il y a un gros programme aujourd'hui parce qu'il va y avoir les Porsche tout à l'heure, après on aura les Toyota, il y aura aussi les Cadillac et en fin de journée les Ferrari. Tout à fait, ouais, les hypercars, ouais, donc c'est des belles voitures, Cadillac, Porsche, Ferrari, Toyota, c'est vraiment des belles machines, des belles voitures, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, merci Cédric, on vous laisse vous concentrer pour les voitures qui vont arriver. Regardez, c'est comme ça qu'on mesure le carrossage, avec ce petit outil.
On va continuer à prendre des petites infos et promis, dès qu'il y a une voiture qui arrive, eh bien, on vous montre comment ça se passe. Merci Mylène Derange avec Charlie Courant à la caméra. C'est hyper intéressant parce que c'est hyper important, il faut respecter les normes. Et alors, elle a raison de se peser, les pilotes aussi sont pesés, hein. Il n'y a pas que les voitures. Exactement, ouais. C'est donc le poids minimum, on va dire, donc Ouais. c'est avec le pilote. Et suivant tes coéquipiers, vu que c'est une course d'endurance et donc on Bien est sûr. 3 pilotes, c'est toujours pas une difficulté, mais il faut essayer d'avoir couplé, on va dire, avoir un bon line-up de pilotes qui font plus ou moins la même taille et le même poids. Et on fait le lien avec Jakarta. Il y a combien de pilotes ou quels sont les noms des pilotes présents à Jakarta qui seront au Mans? Il y en a Alors, trop, il y a peut-être. Jean-Éric Vergne, il y a Buemi, Nato. qui on a vu tout à l'heure. Norman, il ne les fait pas cette année, je crois, Norman. Ah, Robin je suis emballée. Frines. Il y a Robin Frines qui va prendre l'avion. René René Rast va rouler dans la voiture Michel Vaillant. Le Terrer qui est Nico déjà sur Müller. place. Le terrain est déjà sur place. Nico Muller va lui aussi voler vers Le Mans. Ils sont D'Acosta. Antonio D'Acosta. Félix D'Acosta pour Ah, aller Jota. rouler dans la Porsche Jota. Donc ils sont plusieurs. Hein. Mais pour l'instant, ils ne pensent pas au Mans. Regardez, pour l'instant, ils pensent à la grille de départ et à ce e-prix de Jakarta qui va s'élancer. Ouais, on met les pneus, on met les pilotes surtout au frais. C'est parti pour la remontée de grille. Hein. On va partir du bas de la grille, on va remonter tranquillement. Surtout, vous nous dites quand il y a des Français. Moi, je m'intéresse aux Français. Qui est ce monsieur? C'est Sam Bird, ouais, pilote Pas Jaguar. content. Vous le connaissez bien, je crois, Jean-Carl. Bon, on a roulé longtemps en Formule 3 et bardé de sponsors d'ailleurs chez Jaguar. Non, un pilote qui est là depuis le début, hein. De toute façon, un des plus expérimentés avec Buemi, Di Grassi. Et voilà, qui a malheureusement pas encore gagné le championnat, mais qui est toujours bien placé. Et On voit l'espèce de vestes sans Sixième, manches qu'ils ont sur eux. En fait, c'est des vestes un peu réfrigérées, hein, c'est ça. Et c'est pour en fait refroidir le corps avant la course. Quand on commence à voir les pilotes avec ces gilets réfrigérés, C'est que vraiment, il fait chaud. c'est que vraiment il fait chaud. Ben, on est en Indonésie, hein, on peut le comprendre. Donc on réfrigère les pneus, les voitures, les pilotes, tout le monde, parce qu'il ne faut pas partir. c'est la chose la plus compliquée, on va dire, c'est l'humidité et la chaleur. Pour un pilote, c'est vraiment plus que, on va dire, la force, la G-force, etc. Pour le coup, le plus compliqué, c'est toujours la chaleur, surtout sur des courses qui sont quand même longues. Ça va Enfin, durer longues, 36 45. tours aujourd'hui, 38 tours 45 demain. C'est minutes. quoi pour ceux qui nous rejoignent? 36 tours, ça correspond à C'est combien un de temps? stint aux 24 heures du Mans. Voilà. Ah, d'accord. Non, c'est plus ou moins 45 minutes, à 1 heure maximum, Ouais, suivant non, les safety cars. On est sur 45 minutes de course. Voilà. Tant qu'il y a de la batterie, quoi. Au bout Ça d'un dépend. moment. Bah, de toute façon, il n'y a plus de batterie. Mais ça dépend s'il y a un safety car. Vous le savez, s'il y a un safety car dans les 42 premières minutes de course, le temps passé sous safety car va occurer un temps additionnel, comme des arrêts de jeu. Donc, Bon, apparemment, il y a un concours des lunettes de Ouais. soleil chez les pilotes. On a sorti les lunettes. Bah, c'est une info météo précieuse, hein, voilà. Et on a encore beaucoup de monde hein, sur la grille. Et c'est sympa ce moment où tout le monde se côtoie, on peut approcher les pilotes. Il y a un peu des personnalités, il y a tous les mécanos, on coach un petit peu tout le monde et puis vous les voyez, pilotes se prêtent au jeu, quoi. on est au bord de la mer, donc il y a du sable, il y a des plages, ça ramène du sable sur la piste. Ça aussi, hein, c'est là. On vient de revivre les qualifs, mais là, ça fait 2 heures, plus de 2 heures que ça n'a pas roulé sur le circuit. Donc les premiers tours, la piste va être très sale. Ça aussi, hein, c'est un facteur à prendre en compte. On a vu au début des qualifs tout ce sable qui se levait sur la piste. C'est un petit peu comme Zandvoort chez nous en Europe. Le mode attaque. Alors le mode attaque, très important. Oui. Le mode attaque, on le rappelle, 2 activations obligatoires pour tous les pilotes en course. Il y a 4 minutes au total à activer. Les pilotes ont le choix où ils font... Ah, aujourd'hui, c'est même 8 minutes. Vous voyez, ça a changé. Aujourd'hui, c'est 2 minutes et 6 minutes, ou 4 minutes et 4 minutes, ou 6 minutes et 2 minutes. Comme on veut. Le pilote choisit sur son volant. C'est lui qui choisit combien dure la première activation, combien dure la deuxième. Mais dans tous les cas, les pilotes sont obligés de l'activer 2 fois. Si un pilote dit « Ah non, ça me fait trop perdre de temps d'aller l'activer » ou « Ça surchauffe trop ma batterie », eh ben, il est quand même obligé d'aller l'activer. Il faut passer par ce virage Il faut et passer. passer par la zone rouge pour Voilà. activer le mode attaque C'est 2 fois. obligatoire de le faire 2 fois, pas plus, pas moins. Et donc, vous l'avez vu, 3 possibilités de l'activer. De répartition. De Et alors, répartition. je vous pose la question à chaque fois, mais c'est plutôt intéressant de l'activer au début pour s'en débarrasser, à la fin parce qu'on a oublié. Tout dépend de la stratégie, tout dépend où on se situe dans le peloton. Dans tous les cas, c'est la première moitié de course parce qu'après, ça surchauffe trop la batterie. Ah. Donc, Ah surtout oui, parce là, que ça qu'il fait donne chaud. un boost d'énergie, on le rappelle, hein, Ouais. et de vitesse. Donc, Alors, Surtout sur ce week-end avec un taux, comme on l'a dit, d'humidité assez haut et une température élevée, ça va être encore plus compliqué. Donc ça ne sera pas surprenant de voir les pilotes passer par cette zone le plus rapidement possible. voilà Après, quelqu'un qu'on retrouvera au Mans D'Acosta, dans une semaine. Et il a son petit gilet réfrigérant lui aussi. Hein. Ah, Avec sympa. Sam Bird qui vient le féliciter. Il y a une très bonne ambiance. Hein. Ouais. C'est les pilotes qui voyagent ensemble. Hein. D'ailleurs, la plupart vont prendre l'avion direction Le Mans directement ensemble après pour y être le plus tôt possible. surtout en plus de là où ils partent, on va dire qu'il y a moins de stress d'aller gagner la course. Très beau plan de Dan Tictoum. Mais oui, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une sous-couche
oui, technique. Parce que là, il fait très chaud, mais il y a les sous-vêtements inifugés. Bien et sûr. Jean-Carl vous en parlerait bien mieux que moi. C'est un délicieux bonheur lorsqu'il fait 37 degrés Ça colle un de peu. mettre un sous-vêtement, un sous-pull, les chaussettes inifugées, la Tout est combinaison. inifugé, le slip? Non. Non, On va pas jusque-là. Non, ça, on n'a pas le droit. Sébastien Buemi, tiens, qui a tout sourire et qu'on retrouvera lui aussi au Mans. Il n'a pas eu de chance cette saison. Et la voiture du Français Sacha Fenestraz, la voiture qui partait en première ligne à Monaco. Ouais, il avait fait une super perf. On peut espérer qu'il reste sur cette performance, Sacha. Salut Sacha. Il est toujours très bonne humeur, toujours très souriant. Moi j'aime bien l'appeler, c'est l'enfant du monde un peu Sacha. C'est vrai qu'il est français. Alors, nous en Chauvin, on se l'accapare un peu. Ouais, mais il est français, il est né en France, il a grandi en Argentine et il a connu les plus beaux moments de sa carrière au Japon où il a gagné en F3 au Japon, il a roulé en Super Formula, il a gagné le Super GT. C'est vraiment un pilote qui a une carrière absolument incroyable. Il est très connu au Japon d'ailleurs et c'est pas pour rien qu'il se retrouve chez un constructeur japonais. Mitch Evans, vainqueur ici l'an passé. Donc c'est peut-être lui qui connaît le mieux ce circuit, enfin qu'il a le mieux appréhendé. Là on sourit moins, on est concentré. Le casque, c'est pour les ordres, c'est pas pour la musique. Ouais, c'est pour recevoir, pour parler avec l'ingénieur. Et alors, je crois que la catégorie automobile dans laquelle c'est le plus important, ça doit être la Formule 1. Il y a tellement de paramètres et comme on a dit, la consommation de l'énergie est primordiale. Et donc Oui, mais alors qui est maître de la décision au final? On reçoit des conseils, d'accord, mais c'est quand même le pilote non, mais après, qui tout décide. est fait quand même assez en amont. On a toutes les zones, on va dire, de regen, etc. Là où on doit lâcher pour essayer de sauver le maximum d'énergie. Et on a déjà tout en tête. Après, la radio, ça sert déjà à avoir les infos Bien sûr. De course et aussi, voilà, on va dire quelques rappels. Mais on va dire que les pilotes sont déjà un peu au courant de ce qui se passe. Ils mettent en place. Nick Cassidy qui est en Nick tête au Cassidy qui général. parle avec son ingénieur. Ils mettent en place des scénarios. Scénario 1, le départ se passe bien. Scénario 2, le départ se passe pas bien. Scénario 3, donc en fonction de la position dans laquelle on est après 1 ou 2 tours. En général, les 2-3 premiers tours, c'est un peu, bon allez, on joue la position en piste, il faut être le mieux placé. Et après, il y a des scénarios qui se mettent en place. Et en fonction du scénario, on ne prend pas le mode attaque au même moment. Il est loin, Cassidy, voiture verte, tout là-haut. 10e. 20 points d'avance au général, mais là, il risque d'en perdre quelques-uns. 10e. C'est le plus important pour Jean-Éric Vergne, c'est de mettre le plus de voitures entre lui et Cassidy. Nico Müller qui lui part un peu plus loin, mais bon, on a quand même fait une belle performance chez Cupra. Là, on a passé un step énorme. C'était les derniers de loin en début de saison. Et là, prendre des points aujourd'hui serait là, je pense qu'il y a du champagne chez Fred Espino ce soir. On l'espère. En tout cas. René Rast, on l'a dit, qui roulera sur la voiture Michel Vaillant aux 24 heures du Mans la semaine prochaine. Ça vous tient à cœur. Bah non, mais ce sera une des belles histoires des 24. Robin Freins. Je vois le design de ce casque-là, vous qui êtes dans la il a jamais discipline, changé. Il est incroyable. Depuis qu'il roule en Formule Renault, il a toujours eu le même casque, les mêmes couleurs. Alors j'espère qu'on va voir le casque de Jean-Éric Vergne parce que c'était un spécial. Il a sorti pour le week-end spécial centenaire de son écurie DS et je crois que c'est un petit jeune qui en Sans veut. course, ouais. C'est un petit jeune qui a dessiné ce casque. J'aimerais bien qu'on le voie. C'est pas Adrien? Le petit jeune ou le casque? Vous avez vu. Non mais racontez-nous, on a quelques secondes. C'est les 100 courses de DS Automobile en Formule I. Donc DS qui est motoriste et qui est arrivé. Donc. Et ce week-end, c'est les 100 courses. C'est un événement. C'était un petit peu le week-end anniversaire. Et ils ont voulu marquer l'occasion avec Jean-Éric qui est un petit peu le pilote maison. Et puis c'est l'écurie la plus titrée de l'histoire de la Formule 1. Ils sont là depuis le début. Avec Vergne, ils ont eu 2 titres pilotes, 2 titres constructeurs. D'Acosta. Ouais, avec D'Acosta aussi. Donc vraiment, ils sont tout là-haut. Ils ont voulu fêter l'événement et je crois qu'on va le voir dans pas longtemps. Le fameux casque de Jean-Éric Vergne. Stoffel Van Dorn qui est sanglé dans sa voiture. On voyait cette stat incroyable. Un abandon en 30 courses. C'était à Berlin cette année. C'était le seul. Ça explique aussi pourquoi il avait été autant en colère contre Dan Ticktum. On revoit la grille également en bas à droite de votre écran avec Jean-Éric Vergne qui part donc 4e. Très très belle chance de gros points et de podium, voire de victoire aujourd'hui pour Jean-Éric. Et on va voir si ce scénario depuis le début de saison, qui est que personne ne veut mener la course, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans le peloton, Jean-Carl. Non, ça va être intéressant. Comme vous l'avez dit, personne ne veut l'idée. Peut prendre la lead. Veut prendre la première position, etc. Les voitures apparemment ont beaucoup de drag. Donc c'est toujours mieux d'être derrière, comme on a pu voir sur des courses sur ovale comme les 500 miles d'Indianapolis. C'est toujours mieux d'être dans le peloton, de se cacher avant de se montrer sur les derniers tours. Donc non, ça va être intéressant. Après, comme vous l'avez dit, la piste est quand même assez sale. Il va falloir faire attention sur le premier virage, sur le premier freinage
au premier tour. Donc ça va être quand même une course très intéressante. C'est marrant parce qu'on compare souvent avec le vélo. Ah, le casque, le voilà. Dessiné par Adrien Pavio. Alors, qu'est-ce que vous avez fait en premier? Racontez-moi. Ah bah l'hommage aux 100 courses avec ce logo particulier des 100 courses de DS qui est donc bien en avant. On le voit pas, le avec 100. le carmin. Le carmin, c'est la couleur un peu historique DS automobile. Ah. C'est vrai qu'on voit souvent le gold et le noir qui sont les couleurs DS, alors qui étaient les couleurs DS Tichita, qui sont devenues les couleurs DS Penske. On a toujours le or, mais on a aussi le carmin qui est la couleur DS automobile. Voilà, c'est la petite touche et le rappel du constructeur français. Beau boulot, Adrien. Qu'est-ce qu'ils font là? On fait les derniers réglages. On voyait Jean-Éric qui parlait à un coéquipier. Ouais, on s'installe bien. Voilà, là c'est la partie où on se sangle. C'est la partie la plus longue et la plus stressante pour un pilote. Ça dépend. Il y a des pilotes comme Jacques Villeneuve qui préféraient rester dans sa voiture pendant une demi-heure, et il y en a d'autres. Ça, c'était pour éviter les journalistes, non? Et d'autres qui montent au dernier moment. Et ça stresse les mécanos et les ingénieurs parce qu'ils se demandent toujours où est le pilote. Mais il est dans la voiture. Et ils montent au dernier moment parce qu'il fait chaud, parce que c'est surtout avec ces voitures électriques, il y a la batterie, les batteries, le moteur, etc. Ces voitures qui produisent beaucoup de chaleur, donc c'est pas très plaisant. Allez, il nous reste une petite minute avant le départ. Jean-Éric Vergne, 4e position. Jean-Éric Vergne, il a déjà gagné une fois cette saison, une fois 2e, une fois 3e. Qu'est-ce qu'on peut espérer de lui cette saison, messieurs? Cet après-midi, ce jour? Ah bah là, il peut gagner. Là, je pense qu'il est en position, il peut gagner parce que... 4e, on peut gagner. Ah mais sans aucun doute, ouais. même si Max Günther et Jack Dennis ont été un petit peu plus rapides en qualif, c'est pas pour ça que c'est eux qui auront la meilleure gestion de l'énergie. Là, clairement, il y a une très belle opportunité pour Jean-Éric Vergne. Là, vraiment. Et il va falloir en profiter. Cassidy est loin sur la grille, donc voilà, en espérant qu'il marque le plus de points possible, qu'il reprenne des points pour se replacer au championnat. Tiens, ça c'est la petite carte touristique pour visiter l'Indonésie peut-être. Public d'amateurs, public de connaisseurs. On préfère Bali, on a deux. La prochaine fois. Et on va assister à une super course. On le rappelle, 10e étape sur 16, donc c'est bientôt la fin de ces championnats du monde. Et ce double week-end, un double week-end de course. Comment vous avez dit tout à l'heure? Double header? Double header, yeah. Of course, right? Jakarta, donc il y aura 36 tours aujourd'hui, il y aura 38 tours demain. Ce ne sera pas la même gestion de l'énergie. On oublie Jean-Éric Vergne 2 secondes. Qui est votre favori, messieurs? Jean-Éric Vergne. Non, je ne vous demande pas votre chouchou. Je vous demande vraiment qui est votre favori. Mais Jean-Éric Vergne ferait partie à la limite de mes 2 favoris avec Max Günther. Très bien. Il m'a pris mes 2 noms. On va prendre les 2 autres de la première ligne, mais je mettrai aussi une petite pièce sur Freins, à voir ce qui peut se passer. C'est toujours quelqu'un qui se débrouille bien, on va dire, sur les premiers tours et sur les incidents possibles de course. Très bien, on retient vos pronostics. Je vais vous laisser vous installer tranquillement en cabine parce qu'on va maintenant suivre en direct ce e-prix de Jakarta avec Jean-Éric Vergne en 4e position. Ça se passe juste après ça. À tout de suite. Soyez les bienvenus à Jakarta si vous nous rejoignez. Les 22 pilotes sont prêts à s'élancer sur le circuit indonésien pour ce 10e e-prix de la saison. 3 Français parmi eux et surtout Jean-Éric Vergne qui va s'élancer en 4e position. On retrouve Jean-Carl Vernet et Adrien Pavio aux commentaires. Régalez-nous, messieurs. Merci France sur la grille de départ où la tension est maintenant à son paroxysme à moins d'une minute du départ. On est embarqué ici avec Jean-Éric Vergne, le Français. 100, vous voyez sur son casque, c'est les 100 courses de DS Automobile, la 100e ce week-end. Et dans quelques instants, les pilotes vont se placer sur leur place de grille de départ, quelques mètres pour mettre en température les pneumatiques avec Max Günther, le poleman devant Jack Dennis, Maserati qui a décroché sa première pole position en Formula I. Grâce à Max Günther qui avait déjà offert le premier podium à Maserati lors du prix de Berlin. Et dans quelques instants, le départ d'une course qui s'annonce animée ici à Jakarta où les points pour le championnat deviennent de plus en plus précieux avec le leader Nick Cassidy, 10e et à l'extinction des feux, le bon départ de Max Günther.
La Maserati bleue et derrière l'excellent départ de Pascal Wehrlein. Pascal Wehrlein qui va venir même prendre la deuxième place et attaquer Max Günther. Jean-Éric Vergne à l'extérieur avec la DS qui vient lui aussi attaquer Jack Dennis et qui va passer. Et même pas, c'est Stoffel Vandoorne. C'est Stoffel Vandoorne qui a pris un départ incroyable. Il est 3e, Stoffel Vandoorne. Jean-Éric Vergne 5e. Incroyable le départ de Stoffel. On l'a pas vu venir. Mortara qui essaye d'aller doubler donc la Envision. Et Cassidy qui après aussi un très bon départ, 9e. Déjà dans le top 10. En fait c'est la ligne extérieure. Hein. C'est la ligne extérieure de Jack Dennis et de Jean-Éric Vergne qui a vraiment souffert. Il devait y avoir beaucoup de poussière hors de la trajectoire. Et on a vu tous les pilotes de la ligne extérieure qui ont perdu pas mal de positions. C'est la raison pour laquelle c'est bien la DS de Stoffel Vandoorne qui s'est positionné 3e. On vous en parlait de ce sable qui allait se lever dans le premier tour. Et bien ici la caméra embarquée avec Sébastien Buemi nous montre ce nuage de poussière absolument incroyable. Ouais, après un peloton assez compact, donc je pense qu'on va avoir un petit peu de dépassement sur ces premiers tours, pardon. Et Buemi qui a dû avoir un problème au départ, hein. Il a perdu 8 positions, il est 21e maintenant. Max Günther a gardé le leadership, il est maintenant devant Pascal Wehrlein et Stoffel Vandoorne. Jack Dennis et Jean-Éric Vergne 4e et 5e. Très bon départ de Robin Freins, 6e devant Eduardo Mortara. Nick Cassidy, le leader du championnat, a déjà gagné 2 positions, il est 8e. Evans complète le top 10. Sacha Fenestraz 12e. L'attaque de Buemi. Buemi qui du coup maintenant va entamer sa, et ça a touché. sa remontée et ça a touché. Ça a touché pour Sébastien Buemi. Non, pour l'aileron de la Mahindra. La Mahindra de Di Grassi, je pense. Hein, ouais. C'est vraiment dommage, surtout quand on se situe à cette position dans le peloton. Et voilà. Crevaison pour Buemi, malheureusement. Ouais, hein. Là, début de course. Vraiment. Tac, t'avais l'air assez fort. Catastrophique pour le Suisse. Pascal Wehrlein à l'aspiration de Max Günther. Max Günther qui reste donc en tête de la course. On peut voir les 2 premiers pilotes qui ont un rythme un petit peu plus élevé que le peloton, qui arrive à faire un petit écart. Et vous... Take attack at box, take attack at box. Ouais, on sent la tension dans le mode attaque et stand. On voit que Pascal Wehrlein se rapproche vraiment de Max Günther sur les phases de frein. Max Günther qui ralentit très tôt, non seulement pour sauver de l'énergie, mais peut-être dans l'espoir que Pascal Wehrlein le double pour ne pas rester en tête trop longtemps. Et comme on a pu le voir au départ, en fait, tous les pilotes qui étaient sur la ligne extérieure ont vraiment eu une impulsion nettement meilleure que les pilotes on a vu placés à tous droite. les pilotes de la ligne intérieure, Jack Dennis, Jean-Éric Vergne, Eduardo Mortara. On a vu le nuage de sable qui s'est levé derrière les monoplaces. Ils étaient piégés d'avance. Et le meilleur tour en course. Wehrlein qui prend la tête de la course devant Max Günther. Et Max ça se touche. qui reste au contact. Mais... Ça s'est touché. Günther, presque surpris. Ouais. Changement de leader. Premier changement de leader. Alors que Stoffel Vandoorne s'est rapproché du duo de tête. I'm trying to under consume but just hitting target. Et ouais, il est déjà inquiet de sa consommation, de sa cible de consommation d'énergie, Max Günther. Il a peur d'avoir trop consommé en étant en tête. Et on peut le voir d'ailleurs, qui ralentit énormément. Vandoorne qui est déjà derrière lui. Là, ça va être le gros problème. Et à voir Maserati d'ailleurs, comment ils vont réussir à gérer un petit peu leur énergie jusqu'à la fin de course. Les modes d'attaque activés pour Di Grassi et Mery, les 2 pilotes Mahindra. Il a passé 3 tours en tête, Max Günther, et déjà il a peur d'avoir trop consommé. Vandoorne qui active le mode attaque. C'est très bien joué de la part de Stoffel Vandoorne. C'est vraiment le moment où il fallait activer le premier. Il l'a activé en plus pour 6 minutes. Il s'en débarrasse tout de suite, Stoffel. Là vraiment, c'est bien pensé pour la position en piste un peu plus tard dans la course. Jean-Éric Vergne 4e, Stoffel Vandoorne 5e. Il a perdu 2 positions en l'activant.
Là, il se place en vrai prétendant à la victoire, hein, Stoffel Vandoorne. Après ce solide départ. Jay Penske qui suit avec beaucoup d'attention cette course. On va voir ce qui va se passer avec Vandoorne qui bénéficie d'un peu plus de puissance par rapport à ses adversaires. Jean-Éric Vergne aussi qui est passé par l'attaque mode qui redescend au 6e rang. Et ça permet à Max Günther, qui a repris donc les commandes, hein, puisque Pascal Wehrlein a activé son mode attaque, de prendre le meilleur tour en course. Les pilotes avec le mode attaque qui n'en profitent pas forcément, hein. Ils poussent pas plus pour essayer de gérer leur énergie et leur température de batterie. Là il s'agit plus de se débarrasser des modes attaque plutôt que d'en tirer profit. We need 0.6. We need 0.6 to lose only one position. Et vous avez vu, vous avez peut-être compris et entendu ce message de l'ingénieur qui dit on doit perdre 6 dixièmes pour ne perdre la première place. On est clairement dans une stratégie où on ne veut pas rester premier chez Max Günther. Non pas qu'il veut se faire doubler, mais en fait il faut perdre 6 dixièmes pour activer le mode attaque mais ressortir en n'étant pas premier. Là il est trop en avance, ça veut dire que si là il active le mode attaque, eh bien il ressort premier. Donc le but là c'est d'activer le mode attaque et de ressortir deuxième. C'est fait. Max Günther qui a perdu suffisamment de temps. Mission accomplie pour le pilote Maserati qui active son mode attaque pour 6 minutes et qui se retrouve en deuxième position. Il n'a plus cette contrainte de la première place. C'est de la stratégie vraiment à décrypter et à comprendre, hein, sur ce début de course en Formule 1 ici à Jakarta. La course menée par la Porsche rouge de Pascal Wehrlein devant la Maserati bleue de Max Günther. DS Penske, DS qui fête ses 100 e-prix. 3e avec Stoffel Vandoorne. Jean-Éric Vergne le français est 6e. Cassidy qui a déjà remonté au 7e rang. Une place derrière Jean-Éric Vergne. La bonne opération, vous le voyez, c'est Pascal Wehrlein qui l'a faite avec 2 positions de gagné. Celui qui reste un petit peu tapis dans l'ombre pour l'instant, c'est Jack Dennis, 4e. Activation du mode attaque pour Nico Müller, qui était jusque-là 8e. Il va rendre la place à son coéquipier Robin Freins. Les deux aptes coupera dans les points, hein. Ouais, une première. Et justement on parlait de Jack Dennis, il vient de prendre le meilleur tour en course et il est maintenant collé au trio de tête. C'est maintenant un groupe de 4 qui va se battre en tête de la course. Jean-Éric Vergne un petit peu bloqué derrière Eduardo Mortara. C'est étonnant aussi de voir D'Acosta aussi loin au classement par rapport à son coéquipier Wehrlein qui est leader de cette course. Celui qui est intéressant, qui va être intéressant à suivre, c'est Pascal Wehrlein, parce que là il enchaîne les tours en tête. Là où les autres pilotes ne veulent absolument pas mener la course, et bien lui il tente peut-être une stratégie à la Nick Cassidy à Monaco, à savoir rester devant, parce que si la course se termine, alors là on est loin de la fin de course, mais si la course devait se terminer sous safety car ou s'il devait y avoir des neutralisations, et bien c'est la position à occuper. Ouais, je pense qu'on en saura plus. Activation du deuxième mode attaque de Pascal Wehrlein. Ouais, comme ça ce sera fait. Il s'est débarrassé de ces 2 modes attaque. On a bien vu en plus que de ça que le mode attaque, voilà, il ne voulait pas s'en servir pour dépasser et remonter dans le peloton. C'est vraiment quelque chose sur lequel il voulait se débarrasser au plus rapide. Il est ressorti 3e. Max Günther mène de nouveau la course. Et on peut supposer maintenant qu'il va le prendre assez vite, tout comme Stoffel Vandoorne. Il y a de grandes chances. On a bien vu que Günther ne voulait pas rester en tête. En tout cas, c'était les consignes de son équipe. Pour l'instant, on se débarrasse des modes attaque. Quid maintenant de qui se retrouvera en tête une fois que tout le monde aura épuisé ces 2 activations obligatoires, hein, on le rappelle, dans cette course.
puis ça va être intéressant parce que les écarts, mine de rien, se creusent. Et bon, les pilotes, on va dire à l'avant du peloton, ont quand même tous la même envie qui est de gagner. Donc on va vraiment voir, on va dire, la performance pure des voitures à partir de la mi-course. À partir de la mi-course jusqu'à la fin de course, voir un petit peu les écarts se creuser et les performances des voitures et des pilotes. Et un nouveau attack mode pour la Envision de Cassidy. Et Robin Frenz qui tient quand même sa place dans le top 10. On va voir jusqu'à quand ça va durer. Eux qui ont apparemment des problèmes de régénération d'énergie. Donc quand même, on a pu noter quand même une belle amélioration de Cupra et Abt. Alors là, il joue à un jeu intéressant parce qu'Alverlane, on entend, il va pas trop vite parce qu'en fait, il est en train de laisser partir les deux pilotes devant pour que même s'ils activent leur mode attaque, ils ressortent devant. Et ça ressemble bien. Enfin voilà, c'est de la stratégie. Non mais ça vous fait rire. C'est de la stratégie pure. Hein. Là, et c'est dans un sens, c'est intelligent hein, ce qu'il fait, hein, Pascal Wehrlein. Il dit bah voilà, partez devant les gars. Même s'ils activent leur mode attaque, ils sont obligés de se retrouver en tête. Il est presque en train de piéger ses adversaires, les adversaires devant lui. Non, c'est intéressant. Oui, c'est de la stratégie pure. C'est un peu à l'encontre même de l'essence qui est le sport auto, mais ça a aussi tout son intérêt, surtout en coulisses pour les ingénieurs qui doivent vraiment se creuser la tête pour remédier au mieux à toutes ces possibilités. L'écart qui se creuse un peu avec Jean-Éric Vergne qui a été un petit peu bloqué par Mortara tout à l'heure. Jean-Éric Vergne qui est peut-être sur une autre stratégie de mode attaque hein, lui aussi. Et Gunther qui est plutôt sûr de lui, qui préfère monopoliser la première place. Voilà, on dit à Nick Cassidy que son niveau d'énergie est bon. Il a 0.2 donc d'énergie de plus par rapport à Mitch Evans. Max Gunther, première estimation d'un Pascal Wehrlein qui a donc 1% de moins que Max Gunther. Celui qui fait la bonne opération, c'est Jack Dennis. Il aurait presque 2% que des autres. Et quand je vous disais Jack Dennis, il reste un peu tapis dans l'ombre, il attend son heure. Eh bien, ça pourrait confirmer, même si, attention, il n'a pas activé son deuxième mode attaque encore, hein, Jack Dennis. C'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'il a un peu plus d'énergie que ses concurrents. Et encore une fois, attention aussi, hein, la température de batterie est un autre facteur que le pourcentage. Un pilote peut avoir 2-3% de plus, mais si sa batterie est en surchauffe, eh bien, il ne peut peut-être pas les utiliser, les consommer. Dans les voitures électriques, c'est le plus important, c'est la température de la batterie. Plus la température de la batterie est haute et moins forcément les moteurs vont pouvoir s'exprimer au maximum. Et nous, en ITCR, c'était toujours l'objectif de refroidir au maximum la batterie avant la course pour pouvoir exploiter au mieux la performance du moteur. Et après sur des longs, voilà, les pilotes ont effectué déjà 12 tours, il en reste 24. On est loin d'être à la mi-course encore, donc ça va être intéressant de voir comment les pilotes gèrent ça. Après, voilà, comme on l'a dit, personne veut prendre la première place, mais une chose importante quand on est premier, c'est qu'on prend beaucoup d'air, donc on arrive à refroidir quand même nettement mieux sa voiture et son moteur, donc ça n'a pas non plus que des inconvénients. Looking good on battery, mate. Keep it up.
Et activation du mode attaque, cette fois pour D'Acosta, pour Nato. Ça y est, les pilotes essayent de se débarrasser. Jack Dennis, on vient d'en parler, il lui reste 6 minutes, il reste 2 minutes pour Jean-Éric Vergne. Ça y est, Jean-Éric Vergne est en train de refaire le contact avec Stoffel Vandoorne. Ça commence à s'étirer, à s'animer un peu. Peloton qui s'étire derrière Mortara, il me semble, voilà, il y a vraiment un gap qui a été fait entre Mortara et Cassidy. D'ailleurs, comme on a pu l'entendre, entre Cassidy et son ingénieur, ils sont plus focalisés sur ce qui se passe derrière que devant. Donc je pense qu'ils sont conscients de leur manque peut-être de perfo sur cette journée aujourd'hui à Jakarta. Jepinski focus sur la performance de ses pilotes. Et un nouveau time attack pour une DS. Alors on avertit Jack Dennis qu'il a 1% de plus que Stoffel Vandoorne, mais attention à cette énergie une fois le deuxième mode attaque activé, d'autant que c'est 6 minutes qu'il a activé Jack Dennis. Jack Dennis qui tente une autre stratégie. On l'aperçoit ici blotti derrière Max Günther et Pascal Wehrlein qui continue d'enchaîner des tours en tête. En fait aussi, mais c'est la fête, mais en tête. Là, ça va être vraiment intéressant de voir un petit peu la stratégie de Avalanche Andretti et Jack Dennis. Maintenant que tous ces pilotes ont fait leur dot time attack. Whiskey 1, push for attack, push for attack. Voilà, Jack Dennis qui vient de prendre son deuxième et dernier time attack. Son ingénieur qui lui a demandé de pousser. Ouais, là ça va être là maintenant que va se jouer aussi la stratégie de Jack Dennis. De toute façon, les écarts sont faits. Donc Cassidy qui a monté au 6e rang. Voilà, à voir si Mortara va pouvoir le dépasser avec son surplus de puissance. Voilà, qui blottit dans son aileron arrière. On peut compter sur l'acharnement d'Eduardo Mortara pour aller le dépasser. Jean-Éric Vergne qui est juste derrière Jack Dennis maintenant. C'est intéressant de voir si voilà, les pilotes sont vraiment en mode gestion ou ils attendent juste les derniers tours pour s'exprimer au maximum, ou ils sont déjà un petit peu au maximum, à la limite du potentiel de la voiture. On peut voir vraiment les voitures qui sont quand même... Oui, l'attaque, ouais. L'attaque de Jack Dennis. Jack Dennis sur Stoffel Vandoorne. Et oui, les pilotes ne veulent pas mener la course, certes, mais ils ne veulent pas non plus se faire décrocher. Trop de terrain, et là, parce que le travail a été fait entre les deux premiers pilotes et le reste du peloton, en espérant qu'ils n'ont pas perdu non plus trop de temps. C'est vrai que Vandoorne a essayé vraiment au maximum de garder sa position. Ils ont peut-être perdu voilà, ces 5-6 dixièmes qui font la différence pour rester collés au duo de tête. Ça permet à Jev par contre de revenir derrière son coéquipier. Et ouais, j'ai l'impression que c'est quand même Stoffel là qui perd un tout petit peu. On le voit, il a 1% et demi de moins que ses adversaires. Jack Dennis qui est vraiment très bien, hein, qui est vraiment très bien en termes d'énergie. Jack Dennis, Nick Cassidy remonte. Nick Cassidy qui maintenant met la pression aux deux DS. Ouais, les DS qui sont pas top en énergie. Là, ça doit commencer à surchauffer peut-être dans les batteries, ou en tout cas, il faut sauver plus d'énergie. Et les DS sous la menace du leader du championnat.
Cassidy, oui, qui est très très bien placé. On peut voir sa voiture qui arrive à garder un peu plus de vitesse en virage, qui glisse beaucoup moins. On peut voir quand même, voilà, Denis, on va dire, a essayé de palper un petit peu le terrain, vu qu'on est vraiment sur une mono-trajectoire. On a pu voir, comme vous l'avez dit, que la piste est quand même très très sale. Et voilà, il s'y est pris à plusieurs fois sur son point de freinage, par peur de faire une erreur, de tirer tout droit ou de bloquer les roues. C'est vrai que c'est tout la complexité des circuits en ville, c'est que dès qu'on sort de la trajectoire, c'est toujours très très compliqué de freiner, d'avoir ses repères. Mais en tout cas, ça a été bien fait de la part de Jack Dennis. Nick Cassidy, juste derrière Jean-Éric Vergne. Ouais. Cassidy qui se montre omniprésent derrière l'aileron du Français. Et là, le peloton Van Dorn, Vergne, Cassidy qui commence à être un peu détaché hein, du trio de tête. Là, il y a deux groupes qui se dessinent clairement. Les radios qui sont un petit peu faibles, hein. Difficile de décrypter les messages. Cassidy va passer à l'attaque. Ouais, je pensais comme vous hein, que là il allait peut-être pouvoir le tenter là, au lift en fin de ligne droite. Voilà, Jean-Éric Vergne qui relâche très tôt pour sauver d'énergie. Et Nick Cassidy qui relève un petit peu. Ça se touche. Et le contact. Oh la chance pour Cassidy. Ouais, alors après Cassidy il force un peu, hein. Jean-Éric Vergne ferme clairement il y allait un petit peu trop tard. En fait, Jean-Éric s'est pas laissé faire, mais Nick Cassidy estimait presque que Jean-Éric Vergne peut-être devait le laisser passer puisqu'il sauvait beaucoup, mais non. Il est relâché plus tôt, mais en tout cas énormément de chance de la part de Cassidy. Je pense que son ingénieur va lui dire voilà, de se calmer parce que c'est un risque vraiment important qu'il a pris, sachant qu'il est leader du championnat. Et là, s'il partait en tête à queue, Verlaine serait passé devant. Ça aurait été une grosse erreur du Néo-Zélandais. Ouais, il est parti un petit peu trop loin là, Cassidy. Ouais, il part de loin. Non. C'est Cassidy qui dit ouais, il m'a braqué dessus. Ouais, je suis pas trop d'accord. Vous savez, souvent on parle du. Faut que les roues soient à peu près au même niveau. Non, là, lui, sa roue était à peine au niveau de la roue arrière. Non, il a bien fait. On n'est pas là non plus. On n'est pas là pour se faire des amis. Il est là pour maintenir sa position. Là, clairement, la porte était. Voilà, il ferme la porte. Voilà, il est à peine au niveau de sa roue arrière. Il est à peine. Disons que oui, le bloc passe de Jean-Éric Vergne est un petit peu tard, mais d'un autre côté, il part de très loin et il se met à sa hauteur. Il se met à sa hauteur, mais quasiment dans le virage. Non, ça partait trop tard de la part de Nick Cassidy. Qui a énormément de chance, qui aurait pu arracher son aileron avant avec le vibrant intérieur. Mais bon, les deux voitures sont encore en piste, donc rien n'est fait. Pascal Verlaine en tête devant Jack Dennis et Max Günther. On se neutralise pour l'instant en tête de ce e-prix de Jakarta à l'occasion de marquer une très courte pause. Et on revient dans un instant. Jean-Éric Vergne est 5e, à tout de suite. Nous sommes de retour à Jakarta, merci d'être avec nous pour suivre ensemble le championnat du monde FIA Formula I. Ça y est, Nick Cassidy active son deuxième mode attaque, ce qui permet à Eduardo Mortara de prendre la 6e place. Jack Dennis a réussi à passer Max Günther et les DS qui retrouvent des couleurs. Les DS qui sont remontés juste derrière le trio de tête. Il y a un élément de son halo à Cassidy qui bouge énormément.
c'est la bande lumineuse sur le halo. Il doit être mal fixé. Et on voit, hein, tout le monde a utilisé son mode attaque à l'exception du deuxième de Evans, le deuxième de Beckman. Et Sam Bird, lui, a encore ses 8 minutes à activer. Les Jaguars un peu dans le dur là, hein, 8e et 9e. Nick Cassidy est donc redescendu 7e. Et Pascal Wehrlein qui continue en tête, c'est assez étonnant. On a vu Jack Dennis porter une attaque sur Max Günther. On s'est dit tiens, peut-être que ça y est, Dennis va essayer d'aller prendre les commandes. Et bien non, à 10 tours de la fin, on laisse Wehrlein gérer. Et pourtant, eh bien, il n'a qu'1% de moins en énergie, il a perdu 1%. Bon, ça peut être énorme en fin de course, vous allez me dire. Ça y est, Sam Bird commence à activer ses modes attaque. Et pour l'instant, les DS qui sont aux portes du podium. Est-ce qu'on ne ferait pas un switch de position? Est-ce qu'on ne laisserait pas Jean-Éric Vergne passer devant Stoffel Van Dorn pour assurer des points au championnat, Jean-Carl? Je pense que ça va être fait plus tard. Voilà. Pour l'instant, il reste un petit peu moins de 10 tours. Donc, je pense vous pensez qu'ils joueraient à ça? Non, mais ce qu'ils peuvent demander peut-être à Stoffel Van Dorn, c'est d'aller titiller les gars de devant pour les... pour les ralentir. Pour on va dire, les pousser à consommer peut-être un peu plus et que Jeff en profite sur la fin de course. Ça peut être une possibilité. Ouais, stratégie intéressante qu'on va suivre. Nick Cassidy est donc redescendu 7e. Il va buter sur Eduardo Mortara qui remonte doucement avec la deuxième Maserati. Et oui, l'énergie est bonne chez Jack Dennis. On lui annonce qu'il a 1% de plus que Wehrlein devant lui et 1% de plus que les 3 voitures derrière lui. Et clairement, lui qui était tapis dans l'ombre en début de course sort du bois et se présente maintenant comme un vrai prétendant à la victoire. Lui qui a remporté la première course de la saison au Mexique. La première course de l'histoire de ces 3e générations de Formula I. Avec l'équipe Avalanche Andretti. Le mythique nom Andretti ici motorisé par Porsche. Et on voit hein, le championnat en temps réel. Pascal Wehrlein remonterait à 2 points de Nick Cassidy. Tandis que Jake Dennis se rapprocherait à 14 points seulement du leader du championnat. Mais c'est pas fini, hein. Nick Cassidy qui met la pression sur Mortara. Les DS qui ont reperdu un peu de temps là. Hein. Ça s'est un peu bataillé devant tout à l'heure. Mais les DS qui ne sont pas parvenus à en tirer un avantage pour l'instant. Van Dorn qui a plus d'une seconde de Günther. Il y a quand même de grandes chances que ça se joue entre les 3 pour la victoire. On n'a plus qu'à 7 tours de l'arrivée. Vraiment dans le vif du sujet maintenant, il n'y a plus de cadeaux. Et il reste 7 tours dans ce e-prix de Jakarta. On rappelle qu'il y a une deuxième course demain sur ce tracé également. Et pour l'instant la Porsche et la Andretti motorisée par Porsche, hein, les moteurs Porsche semblent vraiment à leur aise sous la chaleur de l'Indonésie. Même si Max Günther se montre à nouveau dans les rétroviseurs de Jack Dennis. Il a peut-être pas dit son dernier mot, hein, le pilote Maserati. En tout cas, ça pourrait potentiellement déjouer la stat de France qui disait aucun poleman depuis le début de saison n'a terminé sur le podium. Peut-être que Max Günther va venir
bouleversé de cette statistique complètement folle du début de cette saison 9. Dans le milieu du peloton, Ras qui était 8e, qui vient de perdre 3 places, qui a dû passer par son time attack. Robin Freins malheureusement qui est sorti du top 10. Ouais, c'est dur hein, sur la fin de course. Ouais. La gestion de l'énergie reste vraiment le point faible de Abt Koupra pour l'instant. Rien tombé, nous avait donné l'info. Il nous avait dit que ça serait un peu plus compliqué sur la fin de course. Les Jaguars qui activent leur dernier mode attaque pour se maintenir dans ce top 10. Course compliquée pour Jaguar, 8e et 9e. Mitch Evans qui va perdre de précieux points là, au classement général. Ouais. Et là, à mon avis, c'est fini. Hein. Pour la victoire, ça va se battre entre ces trois. Ouais, il n'y a plus qu'à 5 tours de l'arrivée. Les DS qui vont maintenant essayer de faire blocus pour compléter le top 5 et prendre des points. Hein, quand une course se déroule pas comme vous le souhaitez. Ouais, c'est aussi là, c'est aussi là que joue le jeu titre, d'équipe, que Van Dorn un petit peu, voilà, qui swappe les positions pardon, entre Van Dorn et Vergne pour aller gratter quelques points et surtout voilà, mettre un peu plus d'écart avec Cassidy, lui reprendre quelques points. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la victoire. Et ça va jouer entre ces trois pilotes. Donc ça va être quand même assez intéressant de voir la stratégie de Jack Dennis qui a un peu plus de pourcentage de batterie. Qui va pouvoir peut-être exploiter un peu mieux, on va dire, sa voiture sur les derniers tours. Là, clairement, Jack Dennis, il attend la fin. Hein. Ah, ça va être intéressant parce que Verlaine c'est pas démonté. Oui. Ok les gars, moi, Verlaine, si vous voulez je lead. Ouais. Et là si Verlaine gagne, il va envoyer un message très fort à la concurrence. On peut gagner en ayant mené le plus grand nombre de tours pendant la course. Là de toute façon il a pris ce pari là maintenant qui somme toute n'est pas si ridicule. Tout le monde s'est tellement enfermé dans l'idée qu'on perd trop d'énergie en menant la course. Ah donc voilà, d'où la perte de position. C'est intéressant à mon avis, un blocage des roues arrière. Peut-être sur avec la régénération d'énergie. C'est compliqué, on avait vu de par le passé des fois des pilotes faire ce genre d'erreur. En fait, il faut au début, ça freine pas du tout. La regen ne fait pas du tout son rôle puisque les batteries sont pleines. Au fur et à mesure que la regen envoie, il faut changer la répartition de frein. Alors, avec le brake by wire, on sait qu'il y avait une vraie Evo et que ça se gérait de plus en plus tout seul. Mais il y a quand même, le pilote doit quand même s'adapter à la balance de frein évolue vraiment en fonction de comment le regen remplit de plus en plus la batterie. Surtout sur des pistes en ville et des pistes aussi sablonneuses. Qui va créer la surprise sur cette fin de course? On sait, il va y avoir une bataille, ça c'est sûr. Qui veut passer à l'attaque, on le sent, il est blotti dans les longs arrière de Verlaine. Ça va être intéressant de voir où il va attaquer. Il l'a étudié pendant toute la course, maintenant il reste à savoir où est-ce qu'il va tenter son attaque. Et je pense que Gunther il est là plutôt comme le troisième larron à se dire bon si ça attendons que les deux s'y mettent et profiter de tout ça. Et il y va là, Jack Dennis il se rapproche pour dans la ligne droite qui arrive bientôt essayer d'aller peut-être passer. On est dans le dernier secteur de ce circuit. Est-ce qu'il va porter son attaque dans cette ligne droite? Jack Dennis, en tout cas, il ressort vraiment collé. Non, mais Verlaine a accéléré. Verlaine, il est malin. Hein. Il est malin. Il privilégie à chaque fois les sorties de virage pour essayer de faire un gap. Ah, ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple d'aller le chercher. Tours. On voit 1% de moins pour Pascal Verlaine par rapport à Jack Dennis et Max Gunther. 1% de moins pour Stoffel Vandoorne par rapport à Jean-Éric Vergne et les pilotes devant lui. Et il reste 2 tours. Oh, il y a un problème pour Mitch Evans. Mitch Evans qui tombe au classement. Ouais. Drapeau jaune avec la Jaguar qui va perdre gros aujourd'hui. Ou alors qu'il y a soit un problème technique, soit qu'il y a eu un accident. Mais ouais, c'est pas bon pour le championnat pour Evans et Jaguar. C'est gros points qui s'envolent. Eh ben si, dans le mur.
Qu'est-ce qui s'est passé pour... Ah non, il s'est fait pousser entre Sam Jaguar. Bird. C'est pas la première fois Incroyable déjà, cette entre année. coéquipiers. C'est déjà la deuxième fois cette année qu'ils se touchent les deux pilotes Jaguar. C'est pas la bonne nouvelle hein, pour les pilotes de James Barclay. Déjà qu'il n'était pas content la dernière fois, là, à mon avis ça va pas le faire sourire. On voyait ce matin qu'il n'était pas de très bonne humeur non plus. Et c'était déjà la même chose, c'était Sam Bird qui avait mis dehors Evans. On a averti les pilotes hein, le drapeau jaune à Jack Dennis d'essayer de trouver l'ouverture. Est-ce que Jack Dennis va prendre des risques inconsidérés, et lui qui est très bien placé au championnat? Nick Cassidy n'est que 7ème. Voilà. Et en plus de ça, c'est au premier virage. C'est au premier virage, donc il ne pourra pas doubler au bout de la ligne droite. Ah, c'est bon, le drapeau jaune est parti. Pas content, le monsieur. Ah, c'est vraiment stupide, surtout que il est reparti, Ouais, mais là, le championnat, on a votre meilleur pilote de l'équipe qui est le mieux classé au championnat qui se fait mettre dehors. C'est sûr que c'est rageant, même si voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, j'ai pas entendu Sam Bird. Ouais, qui disait pas bien entendu la radio non plus. Et c'est aussi la complexité de ces voitures, vu qu'il y a beaucoup de régènes. Des fois, on peut voir les voitures vraiment s'arrêter au milieu du virage. Et c'est pas facile. Bird qui suit vraiment de près Mitch Evans. D'un coup, la voiture. 1% dans ce dernier tour pour Pascal Verlaine contre 3 pour Jack Dennis. Est-ce que ça va aller au bout pour Pascal Verlaine? Il est entre 1 et 2. Il y a clairement un écart d'énergie. On va le voir tout de suite dans les. Il n'y a que Jack Dennis maintenant qui peut tenter le coup. Non, c'est fait, ouais. Entre ces trois pilotes, entre ces deux pilotes, même pour la victoire, on peut voir Gunther qui se fait lâcher. Jack Dennis qui se rapproche. Non, il ne tente pas. Sam Bird. Nouveau drapeau jaune. Nouveau drapeau jaune. Et les deux Jaguars hors des points aujourd'hui. Les derniers virages pour Pascal Verlaine. Le dernier et Jack Dennis qui tente tout, mais ça ne sera pas passé. Victoire de Pascal Verlaine qui renaît ici à Jakarta. Et les deux DS qui n'ont pas swappé les positions. Victoire de Verlaine devant Jack Dennis, deuxième. Max Gunther, deuxième podium pour Maserati cette saison. Les DS Penske, quatrième et cinquième. Mortara sixième, le leader du championnat. Cassidy ne finit finalement que septième. D'Acosta remonte la deuxième Porsche dans les points à la 8e place. Robin Freins finalement deuxième avec la Abt Cupra. Les points de Cupra aujourd'hui et le top 10 complété par Jack Hughes. La victoire de Pascal Verlaine qui se replace au championnat, lui qui a été transparent ces derniers week-ends. C'est une véritable renaissance. Hein. Ouais, courte, on va dire bien géré, qui était sûr de lui, du potentiel de sa voiture. Et voilà, un résultat qu'il mérite. Je pense qu'il a vraiment fait une belle course, il a pris les risques au bon moment. Cassidy qui est pas content. Quand on rentre vite comme ça dans le tour de décélération, c'est qu'on n'est pas content. Porsche qui revient aux affaires face à un Nick Cassidy, mais même plus généralement à des pilotes Jaguar et Envision en manque de performance ce week-end. Et on l'a dit, c'est un double week-end. Il y a deux courses. Robin Freins également qui marque des gros points, enfin des points déjà pour Cupra, c'est la bonne nouvelle. Alors c'est pas les premiers points de Cupra puisqu'il y avait eu les points de la pole déjà. Non, mais en tout cas il montre un peu plus de performance sur une durée de course après les qualifications, donc ça c'est plutôt bon signe. On voit qu'il y a quand même un réel pas en avant, de réel progrès, et ce sera important pour cette fin d'année et bon, surtout l'année prochaine. Je pense qu'ils sont déjà arrivés, les yeux rivés sur l'année prochaine, essayer de bien la préparer vu que le championnat de toute façon est, on va dire, est cuit pour cette année 2023. Mais en tout cas, un net progrès de la part de Cupra. Ouais, Cupra qui avait marqué 3 points avec Freins, avec la pole à Berlin, les 2 points de la 9e place. Ouais, pas content, ça va être intéressant de voir un petit peu la discussion entre lui et son team manager. Et il était 4e du championnat, Mitch Evans.
Et là, il va perdre la 4e place certainement face à Jean-Éric Vergne. Hein. En tout cas, Jean-Éric Vergne va passer devant Mitch Evans au championnat. Ah, une course solide de Vergne. Et vous voyez, hein, quand on vous parlait, même quand les courses se passent pas bien, là où Jean-Éric Vergne est fort, c'est qu'il arrive à rester régulier et à marquer malgré tout les points qu'il faut dans une journée qui se passe pas comme il veut. Courses, malheureusement, si on comptait pas Berlin, finissait dans les points. Ouais, c'est assez impressionnant. Vraiment, comme on l'a dit, là, voilà, le point fort de Jeff, c'est la constance durant les courses, et pour un championnat, c'est rare de voir des pilotes aussi constants. Donc voilà, ça aurait pu être mieux, mais c'est pas si mal. Jean-Carl Vergne, Adrien Pavio, vous restez bien avec nous. On va s'accorder une toute petite pause pour se remettre de nos émotions, mais on va débriefer bien sûr de ce e-prix de Jakarta, ce premier jour de compétition, parce que ça se poursuit demain. Et la victoire de cet homme, Pascal Wehrlein, 3e victoire cette saison. Et puis surtout le bon résultat de Jean-Éric Vergne. A tout de suite, juste après la pub, on aura plein de réactions.